Bonjour à tous, merci de participer à ce premier atelier là qu'on organise avec Andreas et Thierry. Donc on organise là dans les 3 prochaines semaines 3 ateliers qui sont dédiés à des outils de modélisation, d'analyse statistique qu'on utilise dans le cadre des études d'impact éolien notamment. Donc on va intervenir à trois. Donc aujourd'hui c'est Andreas qui présentera, je le laisserai se présenter après. La semaine prochaine et la semaine d'après, ça sera Thierry qui présentera. Et puis moi je serai en backup, je vous explique un petit peu après comment on va fonctionner. Donc moi je suis Aurélien Bénard, je suis directeur d'études de l'école pratique d'autres études, je travaille au CEF à Montpellier et je suis un spécialiste des questions de dynamique des populations. Et je travaille depuis une petite dizaine d'années sur les problématiques d'impact de l'éolien sur la biodiversité. Euh, Thierry, tu veux te présenter? Bonjour à tous, moi c'est Thierry Chambert. Donc, je suis chargé de mission recherche à l'OFB sur la thématique énergie renouvelable et biodiversité. Et à la base, donc j'ai une formation d'écologue, un peu le même profil qu'Aurélien, spécialisé démographie dynamique de population et analyse statistique. Et j'ai entre autres développé l'outil EolPop et l'outil EolPower que je présenterai dans les semaines qui arrivent. Andreas, tu veux te présenter? Oui, bah alors moi c'est Andreas Ravache, je suis chercheur postdoctoral au Muséum national d'histoire naturelle. Ça fait environ 3 ans que je travaille sur les estimations de mortalité et les facteurs qui peuvent l'affecter. Voilà. Parfait, merci. Donc, comme je vous le disais, on organise 3 ateliers successifs, chacun sur une matinée, 3 jeudis matins, aujourd'hui, la semaine prochaine et la semaine d'après. Chaque matinée sera dédiée à un outil spécifique qui peut être utilisé dans le cadre des études d'impact éolien ou des estimations des impacts de l'éolien. GNES qu'on verra aujourd'hui, et All Power qui est plutôt un outil d'aide au dimensionnement des suivis de mortalité, puis Eol Pop, où il manque un P d'ailleurs, qui est un outil plutôt de quantification des impacts sur les populations, des mortalités induites par les parcs éoliens. Donc le principe de ces formations pour nous, c'est que ça soit le plus transversal possible, que ça soit le plus ouvert possible. Donc c'est des formations qui sont gratuites, qui sont ouvertes au plus grand nombre. Donc là, vous êtes déjà 123 connectés, voilà. C'est des formations qu'on veut accessibles, c'est-à-dire où on n'a pas besoin d'un niveau très pointu en statistique pour pouvoir suivre. Alors, on espère, ça reste quand même des outils qui sont basés sur des modèles d'analyse de données statistiques, donc avec des notions un peu pointues, mais on n'a pas besoin de les connaître en avance. Alors, c'est des formations qu'on essaye sur lesquelles on essaye d'être transparent et dans une démarche de science ouverte, dans le sens où les outils qu'on utilise, c'est des outils qui sont gratuits, qui sont accessibles en ligne, que n'importe qui peut utiliser sans avoir à payer pour les utiliser. C'est des ateliers qu'on veut pratiques, donc c'est vraiment des ateliers autour des outils. On vous montrera avec des exemples comment ils fonctionnent, avec du pas à pas. Et c'est des formations qu'on veut complémentaires d'une formation plus théorique qu'on donne avec Thierry et Yvan Bézanet de l'OFB depuis 2 ans maintenant, qui est vraiment une formation plutôt sur comment on quantifie les impacts démographiques de l'éolien sur les populations d'oiseaux et de chiroptères, qu'on a déjà fait 3 fois et qu'on refait en novembre au CEF. Donc le 3 et 4 novembre, vous pouvez noter les dates si vous n'y avez pas déjà participé. Et là aussi, c'est des formations qui sont gratuites. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec Andreas. Oui, alors on fera sûrement des pauses. Ça va être quand même assez dense, donc on fera sûrement 2 pauses de 5-10 minutes. Alors on peut pas vous dire exactement à quel timing, mais Andreas voilà, décidera un peu au fil de l'eau de faire des pauses pour que vous puissiez aller boire un café et puis et même pour nous voilà, pour relâcher un petit peu. Voilà, je vous laisse avec Andreas. Bonjour à tous. Donc voilà, bah, je me suis déjà présenté. Moi c'est Andreas Ravache et du coup je vais vous faire cette première présentation de cette série de webinaires. Donc, il va porter sur les estimations de mortalité en contexte éolien et plus particulièrement sur l'utilisation pratique de GNEST. Donc, je tenais aussi à remercier Manuela Uzo qui a participé aussi à préparer cette présentation. Et donc, c'est une chercheuse de l'US Geological Survey qui a notamment participé à la création de GNEST et d'autres estimateurs de mortalité. Donc, des retours très précieux sur cette présentation. Donc le plan de cette présentation, ça va être d'étudier un petit peu les suivis de mortalité en France, comment ils sont mis en place très rapidement. On va parler des méthodes d'échantillonnage et des biais de détection qui sont liés à ces suivis de mortalité, aux estimateurs de mortalité et leur façon d'intégrer les biais, donc avec les bonnes pratiques, ce qui se fait actuellement et ce qu'il faudrait faire si on voulait vraiment améliorer ces mortalités.
Et on finira par l'utilisation très concrète là de Genest, donc vraiment la prise en main de l'outil pas à pas par une démonstration pratique, et de Evidence of Absence 2.0, donc un autre logiciel assez similaire mais complémentaire de Genest. Donc en France, on a la chance d'avoir un protocole de suivi de mortalité qui permet d'encadrer la mortalité sur les parcs éoliens français. Donc, il a été créé en 2015 et révisé en 2018. Et donc, il propose un protocole en fait qui va permettre d'estimer la mortalité, qui va déterminer la surface qu'on va devoir prospecter autour des éoliennes, la fréquence des passages, qui vont permettre de corriger les biais inhérents. Donc, ce protocole, l'intérêt, c'est qu'il a permis d'uniformiser non seulement la collecte des données, mais également il tente d'uniformiser les méthodes d'estimation qui vont permettre de comparer la mortalité entre les parcs euh, et donc de prendre des décisions sur le devenir de ces parcs, leur fonctionnement. Ces études aussi, elles permettent de collecter un petit peu toutes ces informations brutes, de les retraiter et d'analyser, de faire des approches un peu plus intégrées et d'essayer d'analyser tous les facteurs qui vont jouer sur la mortalité. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment au muséum et avec le CEF. On collecte un petit peu toutes ces données pour essayer de voir quels sont les différents facteurs qui peuvent induire un plus fort risque de collision chez les oiseaux ou les chiroptères. Donc j'en profite pour vous parler d'un petit papier qu'on a fait dans Sciences et Territoires, la revue de l'INRAE, donc qui revoit un petit peu la collecte de ces données et surtout qui propose des pistes d'amélioration sur la façon de collecter ces données, de les présenter dans les rapports et de les intégrer dans les estimations de mortalité. Donc le principe général des suivis de mortalité, c'est en fait qu'il y a une mortalité donc, qui est dite réelle, c'est la mortalité qui est induite par les éoliennes. On sait qu'elle existe depuis 1985, on documente des cas de collision ou de barotraumatisme avec les pales d'éoliennes. Donc le suivi de mortalité, notamment celui qui est proposé en France, il se base sur des prospections. En général, une fois par semaine, on va se rendre sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et donc, ce n'est qu'un échantillonnage, puisqu'en fait, on ne voit qu'un screenshot au moment où on se rend sur le terrain. Et on ne sait pas exactement quels sont tous les cas de mortalité, qui sont bien sûr très difficiles à tous prendre en compte en direct. Donc, on a une prospection qui est non exhaustive. Et il y a de nombreux biais aussi dans l'observation qu'on va voir un petit peu ensemble et qui font que la mortalité observée par l'observateur qui se rend sur le terrain dans le cadre de ces suivis, elle ne représente qu'une toute petite fraction de la mortalité réelle qui est induite par les éoliennes. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va utiliser des estimateurs qui sont des sortes de formules finalement, dans lesquelles on va renseigner un certain nombre de paramètres. Chacun de ces paramètres a un certain degré de confiance. Et l'estimation finale de mortalité, elle va avoir également ce degré de confiance qu'il advient de quantifier. Donc, il y a deux composantes qui sont très importantes à gérer pour l'estimation des mortalités. C'est d'une part de corriger tous ces biais qui font que l'observation ne représente qu'une petite fraction de la mortalité réelle, et de caractériser la précision de l'estimation finale qu'on va produire grâce à ces estimateurs. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un peu plus en détail dans cette présentation. Mais d'abord, je voulais vous illustrer ça par un cas assez concret. Donc ici, par exemple, on a suivi qu'un bureau d'études s'est rendu sur le terrain et il a suivi un parc qui comprenait 8 éoliennes. Et ce parc a été prospecté une fois par semaine, comme le veut le protocole, donc entre les semaines 20 et 43, qui sont les semaines où on estime qu'il y a le plus de risques de mortalité, qui correspondent aux périodes de reproduction et de migration des oiseaux, des chiroptères. Et donc, durant cette période, le parc a identifié 15 cadavres d'oiseaux sous les éoliennes. Ces éoliennes, donc il y a un certain rayon qui doit être prospecté en fonction de leur taille autour de ces éoliennes. Malheureusement, il y a une partie, donc là on est sur un milieu agricole, et il y a une grande partie autour des éoliennes qui est représentée par des cultures qui vont empêcher de prospecter une grande partie de la surface qui aurait dû l'être selon le protocole. On peut voir dans ce tableau, par exemple, le pourcentage de surface qui a pu être prospecté à chacune des visites sur le terrain. Donc avec une prospection globale d'environ 57%, c'est-à-dire qu'on a pu chercher sous 57% de la surface qui est sous les éoliennes qui aurait dû être prospectée normalement. En plus, on a mis donc le bureau d'études a réalisé un test de persistance pour voir la vitesse de disparition des cadavres sur le site. Donc ça, on reviendra là-dessus pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces tests. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que le taux de prédation sur le site, il est très important. C'est-à-dire que les cadavres, ils vont disparaître très rapidement après leur pose. Donc ensuite, à partir de tous les paramètres
qui ont été relevés durant ces suivis de mortalité. Comme le recommande le protocole, le bureau d'études a utilisé plusieurs méthodes d'estimation de la mortalité. Donc, ils ont choisi ici d'utiliser Erickson, USO qui est la formule qui est un peu obligatoire dans le protocole, tandis que les autres sont au choix, et la formule de Bastos. Donc, selon les paramètres qui ont indiqués, ici, vous pouvez voir que la formule d'USO, elle a indiqué que la mortalité réelle, elle serait 100 fois supérieure à celle qu'ils avaient observée sur le terrain. Les autres estimateurs sont un peu en dessous. Avec la formule d'Erickson, on estime qu'il y a un ratio de 20 entre le nombre de cadavres qu'on a observé et la mortalité réelle qu'on pense qui aurait été la mortalité réelle induite par les éoliennes. Et la formule de Bastos, elle estime qu'on a un ratio seulement de 4. Donc ce qu'on peut voir ici, déjà, c'est qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on peut observer sur le terrain et ce que les estimateurs vont nous donner. Et en fait, c'est normal, puisque si les cadavres disparaissent très rapidement, qu'on ne peut voir qu'une toute petite portion de là où les éoliennes pourraient tomber, on peut se dire que si on en observe 15, il y a une très forte probabilité qu'il y en ait beaucoup plus que ça en réalité. Pour la petite histoire, là, ce bureau d'études avait conclu un impact non significatif du parc, en tout cas en disant qu'il ne pouvait pas conclure sur l'impact de ce parc. Pourtant, on pourrait se dire qu'avec tous ces paramètres, on peut estimer qu'il va y avoir un impact assez énorme à long terme sur les populations d'oiseaux. Donc, ce qu'on va essayer de voir ici dans cette présentation, c'est quels sont les outils, déjà essayer de comprendre comment fonctionnent ces estimations de mortalité et quels sont les outils qui auraient pu nous permettre de quantifier l'incertitude autour de ces estimations pour savoir si on est proche de la réalité ou non et donc prendre plus facilement une décision sur l'impact de ce parc. Donc, on va passer en revue un petit peu maintenant les biais qui sont inhérents à ces suivis de mortalité. Donc, vous les connaissez sûrement pour la plupart assez bien, donc je vais passer assez rapidement. Le premier biais, c'est les biais liés à la persistance des cadavres. C'est-à-dire que quand il y a une collision d'un oiseau ou d'un chiroptère avec les pales qui va se retrouver en dessous de l'éolienne, donc après être tombé, il y a une forte probabilité qu'il se fasse consommer par des charognards. Et donc, lorsque l'observateur, lors du suivi de mortalité, va venir inspecter la présence de cadavres, il ne les trouve pas, parce qu'ils sont plus observables. Soit un charognard les a consommés ou déplacés, soit ils se sont dégradés et ils ne sont plus observables. Ce qui fait que le nombre de cadavres que l'observateur va observer, c'est donc une sous-estimation du nombre réel. Ce qu'on peut voir à droite là, on reviendra un petit peu sur ces courbes, mais pour comprendre assez facilement, c'est des études qu'on a fait sur un très grand nombre de données de persistance. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au bout d'un jour, eh bien, il y a déjà 35% des cadavres en moyenne qui ont disparu. Et il ne faut pas moins de 2 jours pour que plus de la moitié des cadavres aient disparu. Donc vous pouvez imaginer que si on passe tous les 7 jours, il y a une assez forte probabilité que ces cadavres ils ne soient plus présents et que donc on sous-estime la mortalité réelle. Donc ce biais, il est très hétérogène dans l'espace et dans le temps. Il va dépendre notamment de l'abondance et du type de charognards qui sont présents sur place, mais également de la saison, de la taille des espèces qui va impacter le fait qu'elles puissent être retirées rapidement ou qu'elles se dégradent plus ou moins rapidement, et de la localisation même du cadavre, donc du micro-habitat dans lequel il est tombé, qui va impacter le fait qu'un charognard va pouvoir venir s'en saisir ou le trouver. Donc ça a été revu par une excellente revue de Barrentos qui analyse un petit peu tous les facteurs qui peuvent affecter ça à partir d'une méta-analyse de la littérature. Et on est également en train de mener une étude pour voir justement quelles sont toutes les variables qui peuvent impacter cette persistance. Donc le protocole, pour prendre en compte ce biais, il propose une estimation locale de la durée de persistance des cadavres par des expérimentations spécifiques. Donc cette estimation, donc on va appeler un test de persistance, consiste à déposer des cadavres au pied des éoliennes. Donc le protocole demande 3 à 5 cadavres par éolienne, à 2 périodes distinctes de l'année pour avoir un peu une représentation de ce qui pourrait se passer à différentes saisons, par exemple. Et un observateur vient vérifier la présence de ces cadavres par des passages répétés à des intervalles qui sont généralement irréguliers et durant une période de 14 jours. Donc, ce qui est demandé en général, c'est de passer le lendemain de la dépose de ces cadavres, puis 2 fois par semaine sur toute la période. Donc, par exemple, ici, on prend ce premier cadavre. Donc, on l'a posé au pied des éoliennes. Je suis revenu le lendemain pour vérifier s'il était toujours là. Il l'était toujours. Je suis revenu à J4, il était toujours là.
Par contre, quand je suis revenu au 7e jour, le cadavre avait disparu. Donc là, ce qu'on observe à J4, c'est la dernière présence observée du cadavre, tandis qu'à J7, c'est la première fois que j'ai observé cette absence. Le souci ici, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il a eu lieu l'événement de disparition dans cet intervalle. On sait que ça a eu lieu entre J4 et J7, on ne sait pas exactement quand. Dans ce cas-là, on parle de données censurées par intervalle, et on verra par la suite pourquoi c'est important. Ensuite, un des cadavres que j'ai posé durant le test de persistance, je suis revenu donc plusieurs fois avec la même fréquence, mais ce cadavre, au bout de 14 jours, il était toujours observable, il ne s'était pas dégradé complètement, et il est toujours présent, donc aucun charognard n'est venu s'en emparer. Et pourtant, l'expérience est finie, on est arrivé à J14. On sait que cet événement il va avoir lieu, parce que forcément à un moment où le cadavre il ne sera plus observable, mais on ne sait pas quand. Donc finalement, cet événement de disparition, on sait qu'il n'a pas lieu entre J0 et J14, mais qu'il aura lieu plutôt entre J14 et plus l'infini. Dans ce cas-là, on parle de données qui sont censurées, de nouveau, mais c'est de données censurées à droite, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe après l'intervalle de droite. Donc pour prendre en compte efficacement ces données censurées, à droite et par intervalle, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles de survie, dont l'objectif est de modéliser le facteur temps dans la probabilité d'occurrence d'un événement. Donc ici, pour nos cadavres, ça revient à se demander comment la probabilité qu'un cadavre reste détectable, elle va varier dans le temps. Pour cela, on utilise donc les modèles se basent sur des fonctions de survie. Et en fait, ils vont permettre de prendre en compte les incertitudes sur le moment exact de la disparition dans nos analyses statistiques et de décrire leur probabilité de disparition au cours du temps, même si on ne connaît pas exactement la date de disparition. Donc il y a plusieurs approches qui permettent de faire ça. La plus simpliste, c'est une approche qu'on appelle non paramétrique. Ça veut dire qu'on ne suppose pas de forme particulière sur la courbe, et qui est donc une méthode empirique pour estimer la fonction de survie à partir des temps de survie qui sont relevés. Donc c'est la courbe qu'on voit ici en noir, et donc qui nous donne une probabilité moyenne à instant T de persistance avec un certain intervalle de confiance, puisque tous les cadavres ne disparaissent pas au même moment. Nous, ce qu'on va préférer utiliser, c'est des approches qui sont paramétriques, donc qui vont supposer que la durée de survie elle va suivre une loi particulière. Et donc, par exemple, on peut ici l'illustrer par un modèle exponentiel qui lui suppose donc que la durée de vie du cadavre il va suivre une loi exponentielle, et ce qui signifie que la probabilité de disparition est supposée constante dans le temps. Par exemple, au jour 1, du jour 1 au jour 2, il y a une probabilité de 30% que mon cadavre ait disparu. Et ça, on va le répéter chaque jour. Donc, c'est une probabilité constante dans le temps, bien que la quantité de cadavres, du coup, elle décroît, parce que 30% des 70% qui restaient, c'est donc moins que 70% du début. On peut utiliser d'autres distributions de la survie. Par exemple, vous voyez ici une approche paramétrique qui est basée sur un modèle log logistique. Donc, c'est des modèles, des distributions qui ont plus de paramètres que le modèle exponentiel, qui lui n'en possède qu'un, et qui va permettre d'affiner un petit peu la forme de cette courbe, et surtout, qui va permettre de faire varier la probabilité de disparition avec le temps. Donc, on voit ici, par exemple, que la courbe violette, donc elle suit mieux notre courbe empirique noire, et elle montre que la disparition, finalement, par rapport à un modèle exponentiel, elle est plus rapide durant les premiers jours, tandis qu'elle a tendance à diminuer après. Donc on voit bien la différence avec la courbe bleue ici. Donc ça peut expliquer, par exemple, par le fait qu'un cadavre il soit très appétant pour les prédateurs lors des premiers jours, mais il le devient moins au bout de quelques jours parce que il est tout desséché, par exemple. Donc cette probabilité de persistance, là, on l'a décrit comment elle évolue dans le temps, et elle, en fait, permet d'estimer la proportion moyenne de cadavres qui vont persister entre mes deux visites. Donc, on va prendre un exemple ici. C'est-à-dire que je viens faire mon suivi tous les 7 jours. Donc, vous voyez à J0 et à J7, en rouge, en bas, ce sont mes fréquences de suivi. Imaginons qu'un cadavre, il arrive le lendemain d'une des visites. Donc, il arrive à J1, juste le lendemain de la première fois où je suis passé. Et bien, ce cadavre, pour que je l'observe la fois suivante, il faut qu'il ait persisté durant 6 jours. Et si je regarde ma courbe de survie, à 6 jours, ma persistance, elle est inférieure à 20%. Donc finalement, un cadavre qui arrive dans le système à ce moment-là, j'ai moins de 20% de l'observer la fois d'après. Si cette fois, le cadavre, il arrive plutôt au 6e jour après la visite,
il aura une forte probabilité de persister jusqu'à la prochaine visite. On voit ici sur ma courbe de survie, on est plutôt de l'ordre de 70%. Donc finalement, le moment où le cadavre arrive dans mon système, ça va avoir un fort impact sur la probabilité qu'il persiste jusqu'à la prochaine fois que je vienne. Donc finalement, pour estimer la proportion moyenne de cadavres qui vont persister entre deux visites, on va intégrer la probabilité de survie sur la période, donc de 0 à 7 jours ici. Et ça va permettre de tenir compte du fait que les cadavres ils n'arrivent pas tous au même moment et ils n'ont pas donc tous la même probabilité d'être retrouvés. Et ça, c'est ce qui va aussi expliquer la variabilité de cette proportion, puisque les cadavres pourront arriver à différents moments dans le système. Donc vous voyez ici déjà qu'on a une probabilité de persistance sur mon intervalle qui a déjà sa propre variabilité. Un second biais de détection, c'est le biais d'observateur, qui fait que un observateur qui va se rendre sur le terrain, déjà il ne va pouvoir voir que les cadavres qui sont toujours présents, donc tous ceux qui ont persisté, mais il ne va pas forcément trouver tous ceux qui sont présents dans son aire de recherche. Donc ça dépend, ce biais il dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord de l'expérimentateur, l'observateur. Est-ce que il a l'habitude ou pas de faire ce type de comptage? Est-ce qu'il a de bons yeux? Quelle méthode de prospection il utilise? Ça peut dépendre de son état de fatigue, de concentration, etc. Mais également du milieu dans lequel il recherche ses cadavres ou de la taille et la couleur de ceux-ci. Donc il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ça. Et on a vu notamment dans certaines études que la visibilité au sol, ça impactait fortement la détection, avec jusqu'à 90% de non-détection pour les chiroptères. Donc, afin de pallier à ce biais, le protocole, lui, recommande une estimation locale de la probabilité d'observation. Donc, il y a un test d'efficacité de recherche où on va tester l'observateur. Donc, ce test, il consiste à ce qu'un premier individu vienne déposer un nombre de cadavres ou de leurres sur le terrain. Et ensuite, l'observateur qui va être testé va effectuer un suivi de mortalité dans cette aire, comme il le ferait normalement. Et on va voir combien est-ce qu'il retrouve des leurres qui ont été posées. Donc là, par exemple, l'observateur se rend sur le terrain. Il en a trouvé 7 sur les 10 qui avaient été posés dans le cadre de ce test. Et bien, on peut dire que sa probabilité de détection, elle est de 0,7. Donc ça, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est utilisé ensuite dans les formules d'estimation actuellement telles que le protocole le demande. Sauf que finalement, si on répète cette expérience, effectivement, on a trouvé que là, il en trouvait 7 sur 10, donc on suppose que la probabilité est de 70%. Mais si on répétait de très nombreuses fois cette expérience, toute autre chose étant restée égale, c'est-à-dire que l'habitat serait le même, tous les autres paramètres seraient les mêmes, par pur hasard, il se pourrait que cette fois, l'observateur, il en trouve 8, ou qu'une autre fois, il en trouve 6. Et c'est ce qu'on voit ici sur cette distribution. Donc c'est la probabilité que l'observateur, toute autre chose égale, il en trouve un certain nombre de leurres. Et donc on peut voir que majoritairement, effectivement, avec cette probabilité de 0,7, il va en trouver 7, mais il peut arriver qu'il en trouve 8 ou 6. Si c'est pas très clair, ces distributions pour certains, on va revenir là-dessus après avec des exemples un peu plus concrets. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une variabilité sur cette efficacité de la recherche, même si on connaissait vraiment la probabilité de trouver un cadavre. Donc finalement, quand on a un seul échantillon, on peut se demander de savoir si on est vraiment tombé sur la vraie valeur, c'est-à-dire sur la vraie probabilité de le trouver, la plus proche de la réalité. Donc on va prendre un exemple. Si on avait déposé 10 leurres et qu'on en a trouvé 6, est-ce que la probabilité de détection, elle est forcément de 0,6? Donc là, dans le premier cas, on a simulé ça avec effectivement une probabilité de 0,6. Trouver 6 cadavres, c'est ce qui arrive le plus souvent, mais comme on l'a vu, on peut en trouver des fois 7, parfois 5. Si la probabilité était de 0,45, il y aurait une plus faible chance qu'on en trouve 6, mais ça peut arriver. Si la probabilité diminue encore de 0,3, eh bien, on a encore moins de chance. Il y aurait 4% de chance finalement qu'on en trouve 6, sachant cette probabilité. Mais ça reste quelque chose qui est de l'ordre du possible. Donc, comment finalement s'assurer d'être plus sûr de tomber sur la vraie valeur? Eh bien, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est déposer un plus grand nombre de leurres. Ce qu'on voit en fait sur ces distributions, si je triple le nombre de leurres, je vais resserrer, je vais diminuer le nombre de chances en fait de m'écarter de cette vraie proportion. Et donc on le voit ici par exemple avec une probabilité de 0,3. Donc ça c'est ce qu'on voyait dans le premier exemple. Mais si je regarde en dessous, si j'en avais posé 30,
la probabilité que j'en retrouve 60%, c'est-à-dire 18, elle est beaucoup plus faible. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la taille d'échantillon va augmenter, moins on a de chances de s'écarter de la bonne valeur. Et du coup, on a une meilleure estimation de la vraie probabilité de trouver des cadavres. Si c'est pas clair, on va revenir là-dessus, il y a pas de souci, vous inquiétez pas. Un autre biais, c'est lié à l'effort d'échantillonnage, ce qu'on appelle le biais de prospection surfacique. Donc vous pouvez le voir par exemple sur cette photo prise en Ardèche, on a des éoliennes qui sont situées en forêt. Et ce que vous voyez, c'est qu'au pied des éoliennes, on a défriché, mais finalement, il n'y a qu'une petite proportion où on va pouvoir chercher les cadavres. Parce qu'en forêt, le protocole estime qu'on ne peut pas trouver les cadavres. Et effectivement, il y a un trop fort risque qu'ils tombent dans la canopée. Et ceux qui ont déjà fait des études de mortalité sauront que c'est très compliqué d'aller chercher un petit chiroptère par terre en pleine forêt. Donc, ce que vous voyez ici, c'est donc cette même éolienne représentée d'en haut. Donc, on voit effectivement qu'elle est entourée de forêt. Donc là, le cercle en jaune, ça montre l'aire qui serait à prospecter, selon le protocole. Donc il y a un certain rayon autour de l'éolienne qu'il faudrait prospecter, où on estime que le cadavre aurait pu tomber. Sauf qu'en réalité, eh bien, l'aire prospectable, ici, elle est représentée en rouge. Vous voyez que ça ne représente qu'une petite fraction de l'aire qu'il faudrait rechercher. Donc finalement, si un cadavre tombe, enfin si un individu entre en collision avec les pales, il tombe dans l'aire de recherche que je prospecte vraiment, j'ai de la chance, mais il y a une forte proportion, il y a une forte probabilité qu'il tombe en dehors. Et du coup, cette observation que je vais faire sur le terrain, ce sera forcément qu'une sous-estimation du nombre réel de mortalité. Donc, ce biais, il est encore une fois hétérogène dans l'espace et dans le temps. Il va dépendre du type de milieu et des méthodes de prospection de l'observateur. Donc, ce que recommande le protocole, c'est de corriger la mortalité observée par les surfaces qui sont vraiment prospectées. Donc, la manière la plus simple de faire, c'est ce qui est fait actuellement, c'est plutôt faux, on va voir pourquoi. Ce serait de multiplier les résultats par un facteur de correction surfacique. Donc, par exemple, si je ne surveille qu'un tiers de la surface parce que le reste n'est pas accessible, je vais diviser les estimations par 0,33, ce qui me permet de faire un simple produit en croix et, et, de corriger ce biais. Un autre biais qui est lié à l'effort d'échantillonnage, c'est ce qu'on appelle le creeping loss. Et donc, en fait, c'est tous les cadavres qui vont tomber en dehors de l'aire de recherche, puisqu'on ne recherche qu'un rayon défini autour de l'éolienne. Mais en fait, suite à un barotraumatisme, il se peut que l'individu n'ait pas été percuté directement, mais que finalement, il aille voler un petit peu plus loin et qu'il aille mourir plus loin. Donc tout ça, on ne va pas les compter dans l'aire de recherche, même si on pouvait tout rechercher. Et ce qui fait qu'on va sous-estimer encore une fois ce nombre-là. Il se peut aussi que tout simplement, projeté par les pales d'éoliennes, il se fasse envoyer plus loin que l'air qu'on recherche. Donc encore un nouveau biais qui va amener à une sous-estimation. Creeping loss, c'est un terme qui est dérivé de la littérature scientifique en modélisation des impacts de la chasse. Et donc c'est tous les individus finalement qui meurent en dehors de la zone prospectée ici. Donc le protocole, lui, ne permet pas du tout de prendre ça, les estimateurs qui sont proposés dans le protocole ne prennent pas ça en compte. Mais on va le voir, GNES, lui, permet de corriger ce biais en estimant la probabilité qu'un cadavre tombe dans la zone de recherche, en fonction notamment de son poids, par exemple. Donc si on voulait prendre efficacement en compte ces biais, la meilleure façon de faire, donc, elle a été proposée par l'USGS. Pour vous l'expliquer, il faut d'abord bien comprendre que la distribution des cadavres qui vont tomber, qu'on va retrouver en tout cas autour des éoliennes, elle n'est pas uniforme dans l'air qui est prospecté. En fait, leur densité, elle va augmenter, elle va diminuer avec la distance au mât. Donc c'est ce qu'on a ici représenté à droite. Donc il y a une légère augmentation au début puisque les individus ne vont pas tomber en ligne droite vraiment au pied du mât. En général, ils tombent un tout petit peu plus loin. Donc on a un maximum de densité ici, les cadavres qui sont retrouvés. Et ensuite, cette densité a tendance à croître. Et finalement, on le voit ici. Nous, par exemple, on va prospecter un rayon de 50 mètres autour des éoliennes. Au-dessus de ce rayon, il reste de la mortalité, mais qui du coup ne sera pas prise en compte puisque la plupart du temps, on ne la voit pas. Donc c'est ce qui est représenté à gauche ici sur ce graphe, où vous voyez que, donc ici, ça ce serait l'emplacement de l'éolienne. Le cercle concentrique le plus extérieur, c'est la surface qui est prospectée.
Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un maximum de densité ici à l'intérieur. Et plus on s'éloigne vers les cercles extérieurs, moins on retrouve de cadavres. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Si on se dit que, par exemple, on ne peut pas prospecter toute cette zone qui est grisée là tout autour. Cette zone, elle représente à peu près 50% de la surface de ma zone de prospection. Et pourtant, elle ne contient que 20% des cadavres. Donc, la probabilité de densité, elle est de 20% à l'extérieur. Si je ne pouvais pas prospecter tout l'intérieur, mais que je pouvais prospecter uniquement l'extérieur, eh bien, cette fois, je louperais 80% des cadavres et pourtant, ma surface est toujours d'environ 50% de mon cercle. Donc ainsi, on comprend que cette densité elle décroît avec la distance au mât et que du coup, suivant l'endroit où je vais prospecter, je ne vais pas du tout louper le même nombre de cadavres. Donc afin de répondre à ça, il y a des chercheurs de l'USJS, dont Manuel Aizot, qui ont cherché à modéliser cette probabilité de densité autour de l'éolienne. Donc ça, c'est le schéma en A là, que vous voyez, que je viens de vous présenter. Et ça, on le transforme finalement, si on regarde en 3D, on peut transformer ça, où ici, vous avez en blanc la plus forte probabilité que le cadavre tombe dans cette zone. Et plus on s'éloigne, donc avec au milieu ici le mât de l'éolienne, plus on s'éloigne de cette zone, plus la probabilité décroît. Ça, on peut le coupler avec des polygones en fait qui vont décrire l'air qu'on a pu rechercher ou pas rechercher. Avec ici en blanc l'air recherché, avec des couleurs des aires où peut-être la visibilité était moins bonne, mais qu'on a pu tout de même prospecter. Tandis qu'en noir autour, c'est des zones qu'on n'a pas pu du tout prospecter. Et du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. En couplant ce modèle de densité et les aires qu'on a recherchées, eh bien, on peut obtenir ce qu'on appelle la density weighted proportion et qui nous indique finalement la probabilité que les cadavres soient retrouvés en fonction de la distance à l'éolienne et de la surface qu'on a pu prospecter. Donc ça, c'est pas toujours facile à implémenter, mais GNS permet de prendre en compte ces sorties et du coup d'avoir une correction du biais surfacique qui soit vraiment la plus propre possible. Donc finalement, si on fait un petit bilan de toutes ces sources de biais, on a un biais qui est lié à la persistance, qui va amener à une sous-estimation. La détection imparfaite des cadavres par l'observateur va amener également à une sous-estimation. Il y a un biais surfacique qui fait qu'on ne prospecte pas toujours toute la surface, qui va amener à une sous-estimation. Et enfin, le fait qu'il y ait des individus qui puissent tomber en dehors de l'aire de recherche amène à des sous-estimations. Donc toutes ces sources de biais, il faut toutes les combiner, elles conduisent toutes à une sous-estimation. Et donc, ce qu'on va observer à la fin, on comprend bien que c'est vraiment une petite fraction de la mortalité réelle. Donc, tous ces biais, elles vont conduire à une sous-estimation des mortalités et en plus, elles sont très hétérogènes dans l'espace et dans le temps, ce qui va demander de les caractériser localement. Elles sont donc ensuite gérées par l'utilisation de formules, donc nos estimateurs, qui vont permettre de les prendre en compte et de corriger le nombre de carcasses qui sont effectivement détectées. Le principe général d'un estimateur, c'est cette formule, très simple que vous voyez ici. Donc, où M, c'est le nombre de cadavres qu'on va chercher à estimer. Donc ça, c'est la variable qu'on cherche à estimer. On se base pour ça sur le nombre de cadavres qui est observé, donc C, et on va diviser par cette probabilité des détections. Et cette probabilité de détection globale, c'est le produit des incertitudes de la fraction de la zone qui a été recherchée, la fraction des cadavres qui vont persister assez longtemps pour être présents dans ce rayon de prospection, et la fraction des cadavres qui sont encore présents, qui sont dans le cadre de prospection et qui seront détectés par l'observateur. Donc toutes les formules qui sont proposées par le ministère, elles se basent sur exactement ce même principe, sauf que G, en fait, G, il contient ces différents biais, et donc ils sont ici le taux de persistance, le taux de détection et le coefficient de correction surfacique. Donc ils sont un petit peu tous ces biais qu'on vient de prendre. La différence entre ces formules, elle réside surtout dans la façon d'estimer la persistance. Et toutes ces formules sont que des estimations. Elles se basent toutes sur des conditions d'application et qui, on va le voir, ne sont pas toujours respectées. Donc c'est souvent ces taux de persistance et cette façon de les représenter, de les modéliser, qui vont jouer sur les estimations finales de ces différentes formules. Pourquoi elles sont imparfaites, ces formules? Donc déjà, comme on l'a vu en tout début, elles peuvent produire des estimations qui sont très différentes. De plus, elles reposent sur des hypothèses qui sont liées à la manière de modéliser les biais et les intégrer dans les calculs,
qui ne sont que des simplifications de la réalité. Et les conditions d'application de ces méthodes, ou les biais qui peuvent être attendus dans une situation ou une autre, sont globalement inconnus, parce qu'on ne sait pas si les hypothèses des modèles sont respectées. Donc il y a un papier de Bernardino qui est sorti en 2013 et qui regardait justement quels étaient un peu tous les biais des différents estimateurs. Donc elle a pris plein d'estimateurs qui étaient fréquemment utilisés à l'époque. Cette équipe a regardé du coup quelles étaient en pratique les conditions d'application et de voir si c'était ou non respecté. Donc par exemple, vous voyez ici que la formule d'Erickson ou de Jane, elle ne pose pas de conditions sur les intervalles. Par contre, la formule de Schoenfeld ou de Cairns, elle demandait que les intervalles de recherche soient réguliers. Si on ne fait pas ça, si par exemple une fois on commence à venir tous les 8 jours, ces formules du coup ne sont plus valables puisqu'on ne respecte pas les conditions sur lesquelles elles sont basées. C'est les hypothèses. Il y a également souvent des hypothèses fortes sur la persistance des cadavres, donc avec plusieurs formules qui estiment qu'elles doivent suivre une probabilité particulière de disparaître au cours du temps. Et il y en a notamment qui estiment que cette probabilité, la persistance, elle doit suivre une distribution exponentielle. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart du temps, en fait, ce n'est pas le cas, puisque la probabilité de disparition, elle varie dans le temps, contrairement au supposé du modèle exponentiel. Ensuite, il y a d'autres biais tels que le fait, par exemple, la formule d'Uso, même l'estimateur qui était utilisé, il supposait que les carcasses qu'on n'avait pas détectées une première fois, elles n'avaient aucune probabilité d'être détectées lors de recherches suivantes. D'ailleurs, j'en profite pour dire ici que la formule d'Uso, telle qu'elle est utilisée telle qu'elle est décrite dans le protocole, ce n'est qu'une simplification de l'estimateur d'Uso, que Uso elle-même ne reconnaît pas vraiment dans cette formule. Donc c'est vraiment, on parle de l'estimateur d'Uso, mais à la base c'était un estimateur qui était plus complexe que ça à utiliser et qui a été vraiment simplifié ici par le protocole. Donc finalement, ce papier nous montre qu'on utilise beaucoup ces formules, mais que les conditions d'application, elles ne sont pas forcément respectées. Autre chose qui fait que ces formules telles qu'elles sont utilisées, elles sont imparfaites aujourd'hui, c'est qu'elles produisent une valeur unique qui est très probablement fausse et qui ne quantifie pas l'incertitude autour de cette valeur. Et là, on peut se demander pourquoi est-ce que cette valeur elle est probablement fausse et pourquoi est-ce qu'il faudrait quantifier l'incertitude. Donc pour cela, pour ceux qui sont moins familiers avec les statistiques, je vais vous proposer un petit jeu qui ne demande pas de base en statistiques et qui va, j'espère, vous aider à mieux comprendre cette incertitude et à comprendre pourquoi est-ce que je vous dis que cette valeur, si on donne une valeur unique, elle a de fortes chances d'être fausse. Donc mon petit jeu, ça va consister premièrement à lancer une pièce de monnaie, et on va regarder la probabilité de faire face à chaque fois. Donc comme vous le savez tous, cette probabilité elle est assez intuitive. La probabilité que je tombe sur face, elle est de 0,5. J'ai une chance sur 2 de faire face en lançant une pièce. Si je lance 10 fois ma pièce, le jeu, ça va être de deviner combien de faces est-ce que je vais faire. Donc sachant que j'ai une probabilité de 0,5 de faire face, on pourrait se dire que si je lance 10 pièces, eh bien la probabilité que j'obtienne 5 faces, mon résultat, ça va être d'obtenir 5 faces. J'ai simplement multiplié le nombre de tirages, 10, par la probabilité de chacun de mes tirages, qui est de 50%. Sauf que, vous le savez bien, en réalité, il y a beaucoup d'autres résultats possibles. Si je vais une fois un tirage, je vais obtenir peut-être 6 faces et 4 piles. Parfois, je vais obtenir 3 fois face. Parfois même, je peux obtenir, c'est beaucoup plus rare, mais une seule fois face. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler à chaque fois ces lancers de pièces, mais on va les simuler un nombre énorme de fois. Donc ça, on l'a fait sur R avec cette probabilité. Mais c'est vraiment comme si on avait fait le jeu de lancer à chaque fois 10 pièces et de le refaire 100 000 fois. Donc ici, vous voyez sur ce graphique, c'est les résultats que j'ai obtenus avec tous ces lancers. Donc là, par exemple, sur mes 100 000 lancers, eh bien, 246 fois, j'ai obtenu 5 faces. Donc ça me donne la probabilité finalement de tomber sur 5. Eh bien, en lançant 100 000 fois, en lançant 100 000 fois mes pièces, 240, enfin, dans 25% des cas, j'ai obtenu 5. Donc finalement, si vous me répondez que la bonne réponse c'est 5, eh bien, vous avez 25% de chance d'être dans la réalité. Mais par contre, si on cumule
toutes les probabilités que ce soit un autre résultat, eh bien, il y avait en fait 20% de chance en lançant ces 10 pièces que j'en obtienne 4 ou 20% de chance que parfois j'obtienne 6 faces. Et vous voyez que cette probabilité, elle décroît. Donc ici, il y a une très faible probabilité que j'ai obtenu 10 fois pile, donc jamais de face, en lançant 10 pièces. Mais ça peut arriver, dans 0,1% des cas, c'est ce qui est arrivé. Et donc finalement, si vous me dites la réponse à votre jeu, c'est que j'allais obtenir 5 pièces, eh bien vous avez 25% de chance d'être juste, mais vous aviez aussi 75% de chance de vous tromper. Et c'est pourtant la réponse la plus probable. Donc, une meilleure réponse, et que personne, bien sûr, n'aurait pensé à dire, c'était que, eh ben, il y avait 90% de chances que je tombe sur un nombre de faces qui soit contenu entre 3 et 7. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de faire pour donner plus d'assurance à nos résultats. Plutôt que de donner une réponse unique qui est fausse, on va plutôt chercher à donner un intervalle de confiance et avec son incertitude. Et ça rassure beaucoup un statisticien d'avoir une telle valeur avec un intervalle de confiance associé que d'avoir une valeur unique sans intervalle de confiance. Mais là, vous allez me dire quel rapport avec nos estimations de mortalité. Eh bien, si la mortalité réelle, elle est de 10 cadavres, et que ma probabilité de détection, c'est-à-dire liée à tous les billets que j'avais vus avant, et que finalement, la probabilité que je trouve mon cadavre, je savais, elle était connue, elle est de 0,5, eh bien, pour autant, malgré le fait que je l'ai estimé parfaitement, eh bien, j'ai 25% de chance d'en compter 5 cadavres, puisque chacun des cadavres avait une proportion, avait une probabilité de trouver d'être d'1 sur 2. J'espère que je ne vous ai pas perdu là. Maintenant, on va prendre le problème à l'envers. Le jeu maintenant, ça va être que vous allez fermer les yeux. Moi, je vais lancer la pièce un certain nombre de fois et je vais vous indiquer le nombre de faces que j'ai obtenu. À partir de ce chiffre, vous allez devoir deviner le nombre de lancers que j'ai effectués. Donc, vous fermez les yeux, je lance un certain nombre de pièces et je vous dis que j'ai obtenu 5 faces. Donc, à votre avis, combien de fois est-ce que j'ai lancé la pièce pour obtenir ce résultat? Mais en fait, c'est un petit peu ce que vont essayer de faire nos estimateurs de mortalité. En fait, si on prend un problème analogue, c'est comme si on essayait d'estimer le nombre de lancers que j'avais fait. Donc, c'est le jeu que je vous ai proposé. Vous connaissez le nombre de faces que j'ai observé. Et vous connaissez la probabilité de tomber sur face, qui est donc de 0,5. Donc, si on fait comme le font ces formules, on divise donc le nombre de faces observées de 5 par 0,5, ça revient à le multiplier par 2. Et donc, selon cette formule, on estimera que j'ai effectué une dizaine de lancers, que j'ai effectué 10 lancers. On va voir si c'est la bonne réponse. Pour vérifier ça, on va simuler, encore une fois, 100 000 fois un lancer de 10 pièces. Et on va regarder combien de fois je suis tombé sur face. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. Donc vous voyez sur ce graphe, à chaque fois, je teste la probabilité d'obtenir 5 faces après un certain nombre de lancers. Donc là, par exemple, j'ai effectué 10 lancers et je regarde la probabilité que j'ai de trouver 5 fois face. Et là, 24,5% du temps, j'obtiens 5 faces si je lance 10 lancers. Donc ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. En lançant ces 10 pièces, j'ai une forte probabilité aussi de trouver d'autres résultats que 5. Et donc, on répète cette expérience pour le nombre de lancers. Donc, par exemple, vous voyez tout à gauche ici, si je lance 0 pièces, il n'y avait aucune chance que j'obtienne 5 faces. Ça, c'est valable si je lance 1, 2, 3 ou 4 pièces. Si j'en lance 5, la probabilité que j'obtienne 5 faces, c'est juste la probabilité multipliée qu'à chaque fois, j'obtienne face. Donc, la probabilité, c'est de 1,5. Donc, finalement, la probabilité d'obtenir 5 faces en lançant 5 pièces, elle est de 0,5 exposant 5. Donc, ça fait, j'ai 3,1% de chance d'obtenir 5 fois face en ayant fait 5 lancers. Donc, comme on l'a dit, la probabilité d'obtenir 5 fois face en lançant 10 pièces, selon le même calcul, elle est de 24,5%. Mais en fait, j'aurais des chances comparables d'obtenir 5 fois face en lançant 8, 9 ou 11 pièces. Vous voyez ici, si je lance 8 pièces, la probabilité que j'obtienne 5 fois face, elle est de 21,8%, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est assez proche des 25% que j'avais en obtenant 10 faces.
Donc finalement, il sera assez dur de savoir exactement combien j'ai lancé de faces uniquement à partir de ce résultat. Donc cet exemple, il va illustrer le processus statistique des estimations de mortalité. Et si on reprend l'analogie avec nos cadavres, on se dit que si on trouve 5 cadavres en supposant une probabilité de détection connue de 50%, on ne peut pas affirmer avec certitude que la mortalité réelle, elle était de 10 individus. Vous voyez qu'on avait beaucoup de chances de se tromper, comme vous avez beaucoup de chances de vous tromper en me disant que j'avais lancé 10 pièces. Il y avait plein d'autres résultats possibles pour que j'obtienne ce résultat. Donc même lorsque la probabilité de détection, elle est connue, les estimations, elles sont associées à un certain degré d'erreur parce qu'elles sont issues de processus aléatoires. C'est pour ça qu'on va toujours préférer indiquer un intervalle de confiance assorti d'une probabilité que la valeur réelle s'y retrouve plutôt que de donner une valeur unique. Donc finalement, il y a 3 paramètres qu'on va chercher à estimer dans les suivis de mortalité. C'est la probabilité de détection, la persistance et le nombre moyen de cadavres qui vont être trouvés par jour de prospection. Et dont la précision de chacun de ces estimateurs va dépendre, comme on l'a vu, de la taille de l'échantillon et de l'hétérogénéité du processus. Toutes ces imprécisions, il faut les combiner pour pouvoir obtenir une précision globale à travers les formules qui sont proposées. Et donc, il est crucial de considérer cette incertitude pour ne pas surinterpréter les chiffres qui sont obtenus. Donc, une manière assez simple d'obtenir des intervalles de confiance à partir des formules originelles, donc il y a une appli qui a été développée pour ça, donc par Aurélien et Thierry, si je ne me trompe pas, du Centre d'écologie fonctionnelle évolutive. Et donc, elle vous demande, c'est une petite appli qui est en ligne, qui est accessible à ce lien. Et donc, vous allez rentrer en entrée vos données du nombre de cadavres et de la durée de persistance de chacun, ainsi que certains paramètres de vos suivis de mortalité. Et pour vous, à partir de ces simples données, elle va estimer un intervalle de confiance autour de ces données. Donc, je vais passer assez rapidement parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais c'est un premier outil qui pourrait être utilisé et qui ne demande rien de plus que ce que font les suivis de base. Donc en fait, cette méthode, elle se base sur une estimation de l'incertitude par une méthode de bootstrap, on va voir ce que c'est, et qui permet de quantifier ces incertitudes en répétant 10 000 fois les estimations de mortalité. Donc qu'est-ce que c'est le bootstrap? Imaginons que vous voulez estimer une population, par exemple la taille des individus dans une population. Pour ça, vous allez faire un échantillonnage. Vous allez prendre un certain nombre d'individus, vous allez noter leur taille. Vous pouvez rééchantillonner à l'intérieur de votre échantillon. Vous reprenez qu'une petite partie de cet échantillon et vous refaites à chaque fois un calcul de la taille des individus. Et ça, eh bien, ce rééchantillonnage statistique, il va vous permettre de déterminer une probabilité de distribution et donc d'obtenir la médiane et l'intervalle de confiance de cet échantillon. Ça, c'est du bootstrap classique. Si on veut faire du bootstrap, on appelle paramétrique. Eh bien, il faut vous souvenir, là, comme je vous l'ai montré, l'efficacité de l'observateur, par exemple, on sait qu'elle est variable à chaque fois. Donc là, c'est ce que vous avez au milieu. L'efficacité de l'observateur, elle peut varier. Elle n'a pas qu'une valeur exacte, contrairement à ce qu'on dit dans les formules classiques. Elle a une distribution donc qui est due au hasard pur. Ce que va faire le bootstrap paramétrique, c'est qu'à chaque fois, il va aller piocher au hasard une des valeurs dans ces distributions, avec toujours une plus forte probabilité de la piocher dans des valeurs où la probabilité est forte. Et à chaque fois, il va refaire des estimations à partir de toutes ces valeurs. Donc voilà, on pioche là, on fait une estimation avec ces 3 paramètres, on détermine une mortalité, et on répète ça plein de fois avec plein de valeurs différentes. On va obtenir plein d'estimations de mortalité, donc on obtient 10 000, et ensuite, à partir de ces 10 000 estimations, eh bien, on va pouvoir déterminer l'intervalle de confiance, c'est-à-dire combien de fois on est tombé sur chacune des valeurs, et pouvoir déterminer les valeurs qui sont possibles, mais qui arrivent moins fréquemment de mortalité. Et donc voilà, on se retrouve avec une valeur et son incertitude. Donc, on voit qu'il y a des manières de quantifier quand même l'incertitude, même à partir de ces formules plus basiques. Mais il reste certains défauts à ces formules, notamment le fait qu'elles ne prennent pas en compte un certain nombre de biais, tel par exemple que la probabilité
de trouver une carcasse lors d'une seconde prospection si elle n'a pas détecté, ou de prendre en compte le temps d'arrivée du cadavre dans le système. Donc on va reprendre le principe général d'un estimateur que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est M chapeau, donc chapeau qui signifie toujours que c'est une estimation, c'est égal au nombre de cadavres observés divisé par notre probabilité de détection. Et cette probabilité globale de détection, elle est estimée en fonction de différents paramètres que je vous ai présentés tout à l'heure. Et en fait, c'est un produit de la fraction des carcasses qui vont arriver durant la période de suivi, de la fraction de turbines qui ont été prospectées, parce que je ne prospecte pas forcément toutes les turbines d'un parc, pour le cas des très grands parcs. Ça va dépendre également de la fraction de carcasses qui vont atterrir dans mon aire de recherche, la fraction de carcasses qui persiste assez longtemps dans cette aire pour être retrouvée lors de la recherche suivante, et de la fraction de carcasses qui sont présentes lors de la recherche, qui ont persisté, qui sont dans la zone que je recherche, et qui ont aussi effectivement été trouvées par l'observateur. Donc on obtient cette formule. Si on remplace cette formule par chacun des paramètres, donc qu'on prospecte environ sur 80% de l'année, on ne prospecte que 80% des éoliennes, il n'y a que 60% des cadavres qui persistent durant l'intervalle entre deux recherches, il n'y en a que 50, je n'ai plus prospecté que 50% de ma surface, et je ne détecte que 70% des cadavres quand ils sont présents. Ce qu'on voit, c'est que j'ai, donc ma probabilité de détection globale, un produit de tous ces facteurs, et que, on cumule toutes ces sources d'incertitude, ce qui arrive à vraiment une petite fraction. Donc là, on voit que 0,13, ça pourrait être le facteur par lequel on pourrait corriger cette mortalité. Sauf que, en fait, chacune de ces valeurs, comme on l'a vu, elles sont variables. Donc en fait, elles ne sont pas fixées à 0,8 ou 0,6, mais elles peuvent varier. Donc finalement, si j'intègre également l'incertitude qui est liée à chacun de ces paramètres, ça va jouer sur l'incertitude globale de ma probabilité de détection finale. Et donc on dit que l'incertitude de chaque paramètre, elle va se propager sur cette probabilité de détection finale. Et donc, cette probabilité de détection, elle aussi, est contenue dans un intervalle. Donc, si on va aller un peu plus loin, la formule réelle qui permet la plus poussée aujourd'hui, qui permet de détecter, qui permet de déterminer la probabilité de détection, c'est cette formule un petit peu barbare que vous voyez ici, que je vais vous passer. Mais en gros, elle fait la somme de toutes les arrivées potentielles de cadavres dans le système. Elle fait la somme de tous les temps de recherche potentiels. Elle va multiplier toutes les sources d'incertitude. Elle va prendre en compte la probabilité de détection lors de la prospection, le fait qu'elle puisse décroître cette probabilité lors de recherches successives. Elle va prendre en compte la probabilité de persistance en fonction du temps d'arrivée du cadavre dans le système, et on va l'intégrer tout ça, comme on l'a vu, pour retrouver la probabilité de persister entre deux intervalles de recherche. Donc là, vous allez me dire, c'est très barbare, mais on ne va pas vous demander d'utiliser cette formule parce que GNeST va le faire pour vous. GNeST, c'est un estimateur qui va permettre de combiner toutes les sources de billets et d'en corriger un maximum. Donc c'est un estimateur qui s'est basé sur tous les autres estimateurs qui étaient disponibles et qui a été développé par l'US Geological Survey, donc une équipe de biostatisticiens américaines qui travaille particulièrement sur ces estimations de mortalité. Donc c'est un travail qui a été publié dans des revues scientifiques internationales, donc a été revu par les pairs. Un logiciel qui est open source, complètement gratuit, qui est implémenté sous R et qui est assez facile d'utilisation, puisqu'ils ont développé également un interface utilisateur qui permet d'y accéder directement en ligne à partir de fichiers. Donc là, vous avez le lien pour y accéder. Si vous voulez, vous pouvez même tester ça en direct en même temps. Et donc, c'est aussi ce logiciel, ce programme, il a été testé et validé par la communauté scientifique. Donc, où notamment, il y a des études qui ont vérifié ses performances par rapport à d'autres estimateurs qui existaient déjà dans plein de scénarios différents. Et également par nos équipes, donc avec le Muséum LCF et le Bureau d'études Westham, où on a testé pour plein de paramètres, notamment sur l'échantillonnage de l'estimation de persistance et sur les fréquences de suivi, et qui a donc démontré sa robustesse dans tout un tas de cas.
Donc une fois que vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur la page, sur cette page principale de GNest. Et donc vous avez cette page qui est divisée en plusieurs onglets. Donc vous pouvez venir cliquer ici, Data Input, Analysis, Help. Dans l'aide, vous pouvez avoir, vous avez accès à un manuel, à plusieurs manuels pour l'utilisation de GNest. Donc ils sont tous en anglais, mais assez bien décrits. Et vous avez aussi accès à des données exemples qui vous permettent, même si vous n'avez pas de données pour l'instant, de tester ce logiciel. Ensuite, donc, vous voyez ici, il y a plusieurs onglets avec, donc on va décrypter petit à petit. Donc GNest, il va requérir un port de 5 fichiers au format CSV. Donc vous pouvez glisser directement ici ou en cliquant sur l'autre file, aller les chercher en local sur votre PC. Donc Searcher Efficiency, ça concerne les résultats du test d'efficacité de recherche. Carcass Persistence, c'est les résultats du test de persistance. Search Schedule, c'est le calendrier de prospection pour chacune des éoliennes. La Density Weighted Proportion, c'est la probabilité de détection qui est associée à chaque turbine. Et Carcass Observation, ça correspond aux observations de cadavres pour chacune des turbines également. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des colonnes qui vont être similaires entre vos différents fichiers CSV. Par exemple, dans Carcass Persistence, vous pouvez inclure, ou dans Searcher Efficiency, vous pouvez inclure ici une variable saison ou une variable taille, parce que vous avez fait des tests pour plusieurs tailles de cadavres. Et tout ça, tout ce qui est dedans, c'est case sensitive. Ça veut dire que si vous mettez un S majuscule ici à size ou à taille, eh bien, il faudra que vous écriviez exactement de la même façon dans votre fichier de Carcass Persistence ou de Carcass Observation pour que en fait, le logiciel puisse faire le lien. Donc, si vous avez des problèmes, commencez par regarder ça. C'est pareil pour ce qui est dans chaque cellule. Si vous voulez que ça puisse le prendre en compte, si vous mettez une fois BAT avec une majuscule, une fois sans, le logiciel va prendre ça comme deux classes différentes. Donc faites bien attention à ça. Nettoyez bien vos fichiers en entrée et vérifiez-les bien. Donc une fois qu'on a importé ces 5 fichiers, on peut aller ensuite cliquer ici sur ces petits onglets qui vont nous permettre de les visualiser comme dans un tableur de données assez classique. Donc, je vais commencer par décrire un petit peu chacun de ces fichiers avant de passer aux analyses. Donc ici, on voit le fichier d'efficacité de recherche, donc qui contient une colonne avec l'ID, la taille des cadavres que j'ai déposés dans le cadre de ces tests et la saison à laquelle a été réalisé le test. Ici, vous voyez S1, S2, S3, etc., qui correspondent aux résultats du test lors de recherches successives. Donc, aux États-Unis, par exemple, ils font parfois plusieurs recherches successives d'un même cadavre. En France, on n'en fait qu'un, donc en général, on n'aura que S1. Et donc, on va noter à chaque fois dans cette case un 1 si le leurre il a été trouvé dès la première recherche. On notera 0 si le leurre n'a pas été trouvé. Le fait de faire plusieurs recherches successives, ça va permettre de calculer un paramètre, le paramètre K, qui est en fait le changement proportionnel d'efficacité de recherche à chaque recherche successive. Donc, on l'a vu, il est intégré dans les formules. Et cette probabilité, elle décroît avec le temps. Donc ce paramètre, il est contenu entre 0 et 1, du fait par exemple de la décomposition des cadavres, ou du fait que le cadavre, s'il n'a pas été trouvé, peut-être qu'avec le... Enfin, il y a plein de choses qui vont faire que la fois d'après, il aura encore moins de chances d'être détecté. Ensuite, on passe au fichier de carcasse persistance, donc les résultats du test de persistance. Et donc, on peut retrouver les colonnes avec l'ID, la taille, la saison. Et on a les colonnes last present et first absent. Donc, ça, vous les appelez comme vous voulez. Vous pourrez choisir après le nom. La première colonne, donc c'est la dernière présence. Donc, c'est le temps écoulé entre le dépôt du cadavre et la dernière fois où il a été observé. Tandis que la première absence, c'est le temps écoulé entre le dépôt du cadavre et la première fois où on constate sa disparition. J'en profite pour faire un petit point, parce qu'à la récolte de très nombreux rapports, on a vu que ça, c'était pas toujours forcément très bien compris, très bien pris en compte. Donc là, par exemple, vous voyez sur cet exemple, on est venu observer à différents intervalles la persistance des cadavres. Donc une petite croix, ça veut dire que le cadavre est là. Donc là, par exemple, J0, on l'a déposé, il est présent. Et une absence de croix, ça veut dire qu'il a disparu. Donc là,
le cadavre il a disparu entre le jour 0 et le lendemain où je suis revenu. La seconde ligne, je suis revenu le lendemain, il était toujours présent, mais quand je suis revenu à J3, il était plus présent, etc. La dernière ligne, il est présent tout le temps, donc jusqu'à la fin de mon test de persistance. Donc là, ce qu'on va noter, on peut noter sous Excel directement la date ou en jour écoulé. Mais par exemple, là, je mets la date de dépôt, donc qui était le 1er juin. La dernière présence observée de ce cadavre, eh bien, c'est le jour où je l'ai posé, parce qu'après, ensuite, je ne l'ai plus vu. Et la première absence, eh bien, c'est le lendemain. Première fois où je suis retourné sur le terrain, il n'était plus là. Donc voilà, j'ai déterminé ces 2 dates. On fait la même chose après. Là, il était encore présent au jour 2, il n'est plus au jour 3, donc qui était le 4-06. Donc je note ces 2 dates, etc. Pour le dernier cas, il est présent jusqu'à la fin de l'étude, donc le 15 juin. Et ben, sa dernière présence, c'est ce jour-là. Et il n'y a pas de date de première absence puisque je ne l'ai jamais trouvé. Je n'ai jamais observé qu'il avait disparu. Donc là, on revient sur ces données censurées à droite et censurées par intervalle. Donc, ils se déterminent par 2 intervalles, l'intervalle gauche et l'intervalle droite. Donc, cet intervalle gauche, par exemple, ici dans le premier cas, il est de 0, puisque la dernière présence observée, c'était vraiment le jour de la dépose, donc à l'instant T0. Je suis revenu le lendemain et il n'était plus là. Ben, l'intervalle droit, c'est 1. C'est-à-dire que le cadavre, il a disparu entre le jour 0 et le jour 1. Donc dans GNeST, on l'exprime toujours en nombre de jours passés. Et l'intervalle gauche, ici par exemple pour le dernier cas, eh bien c'est 14, puisque je sais qu'il est resté là pendant 14 jours. À J14, il était encore là. Et l'intervalle droit, c'est plus l'infini, parce que je sais que cette disparition, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle est contenue entre le jour 14 et plus l'infini. Donc dans GNeST, on peut soit indiquer infini, comme ça, avec un I majuscule NF, soit on peut laisser vide, il comprend également. Ensuite, on passe au calendrier de prospection des éoliennes, où c'est en fait simplement une matrice où on a ici le nom des turbines, et ici, on a en colonne la date à laquelle a été réalisée la prospection. Donc là, par exemple, on est sur des très grands parcs. Toutes les éoliennes n'ont pas été prospectées les mêmes jours. On indique 0 si ce jour-là, elle n'a pas été prospectée. On indique 1 si elle a été prospectée. Donc là, par exemple, vous voyez ici la turbine 1. Le 15 mars, 15 avril, elle n'a pas été prospectée, tandis que le 18, elle a été prospectée. Donc on indique 0 et 1. Si vous avez prospecté toutes les éoliennes tous les jours, en fait, vous n'avez qu'à créer ici toutes les dates à laquelle ont été réalisées les prospections. Ici, vous mettez tous les noms des éoliennes qui ont été prospectées et vous n'avez qu'à mettre des 1 partout. Donc voilà, là j'ai construit. C'est comme ça qu'il faut construire vos calendriers de prospection pour pouvoir les mettre dans GNeST. Ensuite, on arrive à ce qu'on appelle la density weighted proportion. Donc ça, c'est une notion un petit peu compliquée que je vous ai expliqué tout à l'heure, où on pouvait l'estimer par un package extérieur. Et en fait, pour chacune des classes définies, on va déterminer donc une valeur qui est contenue entre 0 et 1 et qui va indiquer la probabilité qu'un cadavre se retrouve dans l'aire de recherche. Donc cette valeur, elle va dépendre de la surface qui a pu effectivement être prospectée, de la probabilité que les individus y tombent dans cette zone de recherche, donc en lien avec le crippling loss dont on a parlé tout à l'heure. Et ça va dépendre de leur poids, du gabarit de l'éolienne, de sa taille, et de l'aire de la zone de recherche, et également potentiellement même de la vitesse du vent qui va faire que les individus se retrouvent plus ou moins projetés plus ou moins loin après une collision. Donc c'est une valeur qui peut être assez difficile à déterminer localement, mais si vous voulez vous pencher un petit peu plus là-dessus, je vous recommande la lecture de ce papier de l'équipe de l'USGS. Donc je vous passerai le diapo, vous aurez le lien pour accéder à ce papier. À défaut d'estimer très proprement ces valeurs, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une approximation de 0,7. Donc ça semble un compromis acceptable. C'est-à-dire que un individu percuté par une éolienne, il a 70% de chances de se retrouver dans l'aire de recherche. Donc ça, c'est ce qu'on a pu observer. On est en train de réfléchir, notamment avec Manuel Ayuso, à produire peut-être pour certaines classes de taille et certaines tailles
de cadavres et d'éoliennes, des mesures qui pourraient être appliquées directement pour faciliter ce travail. Ensuite, cette valeur, il est possible de la multiplier par la proportion de la surface prospectée. C'est-à-dire que si dans un rayon de 100 mètres, j'estime qu'il y a 70% qu'un individu qui rentre en collision, il se trouve dans ma surface de recherche, je multiplie ensuite ce 0,7 par la surface qui a pu être prospectée. Donc là, malheureusement, je ne prends pas en compte la probabilité de densité dépendante de la surface, donc comme on l'a vu tout à l'heure, qui ressemble à ça. On va supposer qu'elle est homogène, parce que malheureusement, c'est la façon le plus simple de faire si on ne se sert pas des vraies valeurs de DWP. Ensuite, on peut indiquer les observations du coup des cadavres qu'on a retrouvés sous les éoliennes. Donc voilà, on met l'ID du cadavre, l'éolienne sous laquelle elle a été retrouvée. Encore une fois, on fait bien attention à ce que ce soit exactement pareil que dans le calendrier de prospection. On peut indiquer un type de turbine si on veut, si on a plusieurs modèles de turbines sur un même parc, ça arrive rarement en France. On met la date à laquelle on l'a trouvée, l'espèce à laquelle elle appartient, et on peut rajouter des variables comme la taille de ces cadavres et le groupe d'espèces auxquelles elles appartiennent. Ça va permettre par exemple de diviser les estimations, et la taille, ça peut permettre de jouer sur la probabilité de persistance qui peut varier par exemple selon la taille. Donc attention, si on indique par exemple ici la taille, tout ce qu'on met dans les classes ici, ça doit correspondre exactement à ce qu'on avait indiqué par exemple dans le fichier de persistance, si on veut que le modèle prenne en compte des persistances différentes en fonction de cette variable. Une fois qu'on a rentré tous nos fichiers, on les a vérifiés, on peut passer à la phase d'analyse. Donc on va aller cliquer ici en haut à droite, on est passé de Data Input à Analysis, et on va pouvoir attaquer. Donc là, le premier onglet, ensuite, c'est General Inputs. Et on va commencer par indiquer le nombre d'itérations du modèle. Donc c'est le nombre de fois où le modèle d'estimation de mortalité, GNS, il va être lancé. Et chaque fois qu'il est exécuté, il va extraire aléatoirement des valeurs dans la distribution des paramètres du modèle de persistance et d'efficacité de recherche par bootstrap paramétrique, comme je vous l'ai présenté un peu plus tôt. Donc cette variabilité, elle va permettre de prendre en compte l'incertitude autour de mes estimations, comme on l'a vu. Cette incertitude, on peut la désigner ici. On va indiquer l'intervalle de confiance des estimations qui vont être générées. Donc si je prends un intervalle de confiance à 90%, ça indique qu'il y a 90% de chances que la vraie valeur du paramètre estimé, elle se situe dans cet intervalle, selon les données et le modèle utilisé. Donc plus le niveau de confiance il est élevé, plus cet intervalle est large, mais plus on a de chances que la vraie valeur, elle se retrouve dans cet intervalle. Ensuite, il y a un autre input qu'on peut indiquer au modèle, c'est ce qu'on appelle la carcass class colonne. Et ça, en fait, si elle est indiquée, ça va permettre d'ajuster des modèles différents d'efficacité et de persistance pour chaque classe. En fait, ça, on va l'utiliser que si on utilise vraiment on veut faire intégrer beaucoup de variables différentes dans nos modèles, puisqu'en fait, par exemple, si on veut se dire que la persistance, ça va varier selon la taille des cadavres, on pourra le désigner après, comme on va le voir, directement dans les modèles de persistance. Mais en fait, GNS, lui, il accepte que 2 paramètres dans ses autres modèles. Donc si on veut en rajouter un troisième, il y a une option pour le faire ici différemment. Mais ça, c'est pas un détail très important. Je pense que vous pouvez un peu oublier cette option, parce qu'on teste généralement pas plus de 2 variables dans nos modèles. Ensuite, on passe au modèle d'efficacité de recherche. En gros, pour l'efficacité de recherche, on indique ici la colonne qui contient les observations. Donc avec toujours 1, j'ai trouvé le cadavre, 0, je ne l'ai pas trouvé. Ici, les variables prédictives qu'on veut tester dans le modèle. Ça, c'est le paramètre K qu'on peut déterminer à partir des données d'efficacité de recherche s'il y a eu plusieurs recherches successives. En général, en France, on ne fait qu'une seule recherche. Donc, on va déterminer un K qui est fixé, donc il n'y aura pas de variabilité. Une bonne valeur à fixer qui est prouvée par la littérature, recommandée par Manuel Ayuso, 0,67. Tout ce qui est entre 0,6 et 0,7, c'est un intervalle qui semble assez cohérent. Et de toute manière, ce paramètre va avoir assez peu d'importance sur les estimations finales. Tant que l'intervalle entre deux recherches, tant que le temps de persistance est assez long comparé à l'intervalle entre deux recherches,
ou si l'efficacité de recherche, elle est assez élevée. Mais en tout cas, 0,67, c'est quand même une bonne approximation. Une fois que ces valeurs elles sont indiquées, on va lancer le modèle d'estimation de la recherche qui va tester toutes les combinaisons possibles de paramètres qu'on lui a renseignés. Donc P ici, c'est la probabilité que la recherche c'est la probabilité que l'observateur détecte bien des cadavres qui sont présents dans son aire de recherche au moment où il y va. Donc on va avoir ici toutes les combinaisons possibles de deux variables qu'on lui a indiquées. Donc ici, vous voyez le paramètre taille qui est pris en compte tout seul. Ensuite, ici, c'est la probabilité d'observation en fonction de la taille des cadavres et de la saison à laquelle ils ont été recherchés. Donc on intègre les deux paramètres. Ici, le petit astérix en dessous, ça indique que on prend également l'effet d'interaction entre la taille et la saison. Un effet d'interaction dans un modèle, ça veut dire que, par exemple ici, l'effet de la taille sur la probabilité de détection, elle peut être dépendante de la saison. Elle n'aura pas les mêmes valeurs suivant la saison, pas la même variation suivant la saison à laquelle on teste. Et P égale constant, c'est ce qu'on appelle le modèle nul. C'est un modèle qui n'intègre pas de variables, mais qui va nous permettre du coup de voir si les variables qu'on ajoute, elles sont meilleures que d'estimer la persistance, l'efficacité de recherche sans aucune de ces variables. Donc, ces modèles, afin de choisir le meilleur modèle, on fait une comparaison par AIC. Donc, qu'est-ce que c'est l'AICC? En fait, ça vient de l'Akaike Information Criterion. Donc, ça a été développé par Hirotogu Akaike en 1973. Et en fait, il se base sur cette formule qui fait un compromis en fait entre le nombre de paramètres à estimer et le maximum de la fonction de vraisemblance du modèle. Outre ces mots un peu barbares, le principe finalement, c'est que plus un modèle il intègre de paramètres, mieux il pourra s'ajuster aux données. Cependant, ajouter trop de variables, ça peut complexifier inutilement le modèle, ce qui va mener à un surajustement, on parle d'overfitting en anglais, qui va rendre le modèle moins généralisable à d'autres cas. C'est pourquoi l'AIC il repose sur un compromis entre la qualité de l'ajustement et la complexité du modèle, sur un principe de parcimonie. C'est-à-dire qu'il va pénaliser des modèles qui sont trop complexes afin de se favoriser ceux qui expliquent les données avec le moins de paramètres possible. Donc finalement, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? On compare les valeurs d'AIC entre plusieurs modèles, et plus l'AIC est faible, meilleur est le modèle. Donc l'AICC, juste pour l'histoire, c'est un AIC qui est corrigé pour la taille des échantillons. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que l'AIC le plus faible, ils sont classés par AIC. On a à droite ici le delta AIC qui nous donne la différence à chaque fois avec le meilleur modèle. Là, vous voyez, il y a une différence de 1,1 entre les deux AIC. Le delta AIC indiqué ici est de 1,1. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le meilleur modèle qui explique le mieux la probabilité d'observation, eh bien, elle est expliquée par la taille des cadavres dans notre cas. Un delta IC qui est inférieur à 3, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discriminer entre les meilleurs modèles. Donc ici, par exemple, on ne sait pas si le meilleur modèle, c'est plutôt celui qui intègre la taille ou celui qui intègre la taille et la saison. Moi, ce que je vous recommande plutôt, c'est dans ce cas-là d'utiliser le modèle qui soit le plus simple, c'est-à-dire, par exemple, ici, on ne prendrait que celui qui incorpore la taille, puisque finalement, on ne sait pas si la saison permet vraiment d'améliorer le modèle, étant donné le delta IC qu'on a vu. Ensuite, il y a un onglet ici, si on clique sur l'onglet Figure, c'est un petit onglet qui va nous permettre de visualiser donc ces probabilités. Donc là, on visualise le paramètre P, donc qui est la probabilité qu'un cadavre présent il soit détecté par l'observateur. Et elle est représentée sous forme de boîte à moustaches, donc des box plots que vous voyez ici en bleu, pour chaque variable du modèle. En gris, vous avez à droite le modèle de référence, qui est généralement le modèle avec le plus de paramètres, qui est rarement préférable parce que, comme on l'a vu, il y a trop de paramètres. Et en bleu, donc, vous voyez à côté celle de la variable qu'on teste. Et là, ici, vous pouvez choisir les modèles que vous voulez représenter. Une bonne indication générale, c'est qu'on retrouve des variations relativement similaires à ce qu'on pourrait retrouver avec le modèle le plus complet, mais avec des intervalles de confiance plus resserrés. Ici à droite, vous avez la figure pour le paramètre K.
Ici, il reste constant puisqu'on l'a déterminé. On a dit que K était fixé à 0,67. Donc, vous voyez, aucune variation en fonction d'aucun des paramètres. Si on avait choisi plutôt de prendre un modèle qui ne prend en compte aucune des variables, donc ici on aurait choisi P constant, on voit finalement que la probabilité, elle ne varie donc pas en fonction de la saison ni d'autres paramètres. Elle est tout le temps la même. Donc c'est ce que vous voyez sur les box plots en bleu ici. Mais elle a quand même une certaine variabilité, donc qui est due aux effets de processus aléatoires dont on a parlé tout à l'heure. Un autre onglet nous permet de visualiser donc les tableaux qui résument un petit peu toutes ces données. Donc ici on a N, c'est le nombre de cadavres qui ont été réalisés pour ce test de persistance. Et vous avez donc P, la probabilité que l'observateur détecte le cadavre, avec sa médiane et son intervalle de confiance à 90%, puisqu'on a déterminé à la base qu'on voulait les intervalles de confiance à 90%. Et ensuite le paramètre K qu'on a fixé. Donc à chaque fois, vous pouvez télécharger tout ça sous forme de petits tableaux, ici en cliquant simplement sur Download, et du coup avoir toutes les sorties des modèles étape par étape que vous avez utilisés. On passe ensuite à la sélection du modèle. Là, tout simplement, vous allez cliquer, Gnest vous rappelle les types de modèles différents, ces paramètres, et qu'est-ce que vous avez pris comme variable dans le modèle. Et vous réindique aussi l'AICC ici et le delta IC. Donc là, par exemple, c'est le meilleur modèle. On va choisir celui-ci pour faire nos estimations de mortalité. On passe ensuite à la persistance des cadavres. Donc on va commencer par renseigner quelle colonne correspond la dernière présence, à quelle colonne correspond la première absence, et les variables qu'on souhaite tester dans nos modèles. Donc ici, je choisis de ne tester qu'une seule variable, le paramètre de la taille des carcasses. Et on peut choisir plusieurs distributions. Donc ça, c'est les formes supposées de la probabilité de persistance dans le temps, qu'on a expliqué tout à l'heure. Et donc, il propose Gnest 4 types de distributions différentes qu'on peut cocher ou non en fonction de ce qu'on veut choisir. Donc là, on peut toutes les cocher. Comme ça, on va tester tous les modèles possibles en fonction de chacune de ces distributions. On va ensuite dans l'onglet comparaison des modèles. Donc juste ici, là, vous cliquez à côté, hop, et donc de la même manière que précédemment, on peut comparer les modèles par leur AIC en fonction de la famille de distribution qui est utilisée dans cette première colonne et des variables qui peuvent jouer sur chacun des deux facteurs, des deux paramètres qui déterminent la famille. Vous voyez par exemple dans les facteurs exponentiels, ici il n'y a pas de paramètre d'échelle puisque la distribution exponentielle ne peut prendre qu'un seul paramètre, contrairement aux autres distributions. On peut ensuite observer comment cette probabilité de persistance, elle s'ajuste à nos données. Donc avec le modèle de Kaplan-Meier là qui fait en noir des marches en dessous avec son intervalle de confiance, et on visualise laquelle suit le mieux nos données. Donc là, elles ont l'air toutes plutôt OK, avec l'exponentielle qui a l'air de quand même se détacher des autres. Mais pour la vérifier, on va quand même aller voir donc avec notre AIC. Il nous dit que la formule de Weibull, la distribution de Weibull, c'est celle qui décrit le mieux, et en prenant en compte l'impact de la taille sur un des paramètres de cette distribution. Ensuite, on va dans l'onglet Estimates. Encore une fois, on a un tableau qui nous résume un petit peu les données. Avec ici, médiane CP, c'est la persistance des carcasses médiane. Donc, c'est le temps au bout duquel la probabilité de persistance atteint 50%. C'est-à-dire qu'il est probable que 50% des cadavres aient disparu. Ici, les petits cadavres de chauves-souris, en moyenne, ils ont disparu la moitié aura disparu autour de 1,7 jours. Et ensuite, R1, R2, R3, etc. C'est la proportion moyenne de persistance au bout de 1 jour pour R1, au bout de 3 jours pour R3, etc. Donc ça, c'est les valeurs de R, c'est ce qu'on a vu, c'est la probabilité en gros, selon l'intervalle de temps, que le cadavre ait persisté jusqu'à ma prochaine visite. Donc encore une fois ici, on va sélectionner le modèle de persistance qu'on souhaite utiliser, qu'on va retenir pour estimer la mortalité. Et donc là, je choisis donc le paramètre qui dépend de la taille et avec une famille de Weibull. Une fois qu'on a sélectionné tous ces paramètres, on va pouvoir procéder à l'estimation de la mortalité. Donc cette mortalité, comme on l'a déterminé au début, là, va être estimée 1000 fois
à partir de valeurs qui sont tirées aléatoirement dans les modèles ajustés précédemment, donc par bootstrap paramétrique. Cette mortalité, donc chaque tirage, chaque estimation qui est fait à chaque itération du modèle, elle est représentée ici sur ce graphique. Et donc, vous voyez toutes les estimations, avec parfois des estimations très basses qui sont plutôt aux alentours de 200 individus, et des estimations beaucoup plus hautes jusqu'à 500. Donc là, on est sur des parcs très très grands avec des données simulées, donc c'est pour ça qu'on a ces chiffres très importants. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez ici la valeur médiane, c'est-à-dire celle un peu la valeur du milieu, parmi toutes les itérations, où est-ce qu'elle est arrivée, et l'intervalle de confiance à 90%. Et donc, vous avez 90% de probabilité que votre estimation, elle se trouve dans cet intervalle qui est grisé ici. Donc, vous avez bien une estimation médiane avec son intervalle de confiance que vous avez pu définir au préalable et non plus une seule variable, une seule valeur. Pardon. Vous pouvez déterminer aussi ici la proportion du nombre de turbines que vous avez prospecté. Donc, par exemple, sur un parc où j'ai prospecté 8 éoliennes sur 10, j'indiquerai une fraction de 0,8. Donc, j'ai indiqué ici où est-ce que quelle colonne correspondait aussi à la date où j'ai trouvé mes cadavres. Et donc ensuite, en cliquant sur Estimate, hop, j'ai obtenu cette estimation. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est séparer les estimations. Donc GNS, il nous propose d'intégrer une variable. Par exemple, ici, je me suis dit que je pourrais diviser mes estimations par groupe d'espèces. Donc là, j'avais défini au préalable plusieurs types de chiroptères, plusieurs classes d'oiseaux. Et je regarde comment mes estimations de mortalité varient en fonction de ces différentes classes. Donc là, pour ça, il suffit de cliquer, d'indiquer la variable avec laquelle on choisit de faire les splits et de cliquer sur Split Estimate. Et on peut obtenir les graphiques, mais également les valeurs pour chacun des groupes ensuite. Ce qu'il faut absolument éviter de faire, c'est de trop diviser ces variables, ces valeurs. Si on choisit un trop grand nombre de variables pour diviser nos estimations, un très grand nombre de classes, donc par exemple là je lui ai demandé de me faire pour chacune des espèces que j'avais trouvées et pour chacune de turbines, de me faire une estimation. Sauf que finalement, eh bien, à force de prendre en compte autant de variables avec autant de classes possibles, eh bien, je me retrouve avec une estimation qui ne veut rien dire, puisque GNS ne sait pas quoi faire en fait quand il n'observe aucune estimation. Et du coup, j'ai une estimation que sur la turbine ou quand j'ai trouvé une espèce qui revient à faire finalement une estimation juste pour cette espèce, pour cette turbine. Donc ça, c'est vraiment un exemple de ce qu'il faut éviter de faire parce qu'on aura des résultats qui seront pas cohérents. On peut également faire un split des estimations en fonction du calendrier de recherche. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi de regarder comment se distribuent mes estimations en fonction de la saison. Et donc, encore une fois, il me produit des figures et un summary que je peux retélécharger et qui me décrit cette mortalité suivant les saisons. Donc ça, c'est voilà à quoi ressemble le summary. Donc en X, vous avez le nombre de cadavres qui a été observé. À 50%, donc vous avez la valeur médiane de persistance. Et ensuite, vous avez les bornes des intervalles. Ici, donc de 5%, où vous pouvez avoir l'intervalle de confiance à 50% si vous prenez cette valeur et celle-ci. Il y a une autre option sur GNS sur laquelle je vais passer assez vite car j'aimerais vous présenter aussi un autre programme et qui sert en fait à la planification et c'est simplement à partir des modèles d'efficacité de recherche ou de persistance des cadavres qu'on peut avoir fait à l'année N-1, on va permettre d'estimer une estimation générique de la détection des cadavres qui va nous permettre de planifier la fréquence des recherches qu'on voudra faire sur un site, par exemple, si on veut obtenir des informations plus précises et donc réduire l'incertitude autour de nos estimations de mortalité. Parce que bien sûr, plus on réduit la fréquence entre deux recherches, plus on réduit les incertitudes qui sont associées à la probabilité de disparition des cadavres, et donc plus on est certain de notre résultat. Donc en conclusion, GNS qui prend un très grand nombre de sources de non-détection des cadavres. Il permet de détecter les facteurs qui vont affecter la mortalité et qui vont affecter la persistance ou l'efficacité de recherche et de retenir uniquement les meilleurs modèles.
Il produit des estimations aussi peu biaisées que possible quand G est inconnu, donc la probabilité générale de détection, et il permet de calculer l'incertitude autour des résultats qu'on a obtenus. Ce qu'il ne fait pas, Genest, c'est produire des estimations lorsque aucun cadavre n'est observé. Heureusement, il y a Evidence of Absence, qui est un autre programme qui a été développé par l'US Geological Survey et qui utilise un peu ces mêmes formules, mais qui permet de déterminer ce qui se passe quand on ne trouve aucun cadavre, de déterminer quand même l'incertitude à partir de cette observation. Donc pour illustrer ça, on va revenir très rapidement à notre jeu. Et donc vous allez encore une fois fermer les yeux. Je vais lancer une pièce un certain nombre de fois, vous indiquer combien de faces j'ai obtenu, et vous allez deviner le nombre de lancers que j'ai effectués. Et cette fois, je vous dis que j'ai obtenu 0 face. Donc combien de fois est-ce que vous pensez que j'ai lancé la pièce pour obtenir ce résultat? Si on prend encore une fois le problème de la manière analogue à nos estimateurs de mortalité, on va se dire que le nombre de lancers estimés, il est égal. Allô? Pardon, je croyais que vous m'appeliez encore pour me dire que ça avait coupé, mais tout va bien. Non, c'est bon. Du coup, si on reprend le nombre de... Si on veut estimer le nombre de lancers avec cette même formule, on va compter le nombre de faces observées. On va le diviser encore une fois par la probabilité de tomber sur face, ce que font les estimateurs. Sauf que cette fois, si on divise 0 par n'importe quelle probabilité de détection, quelle qu'elle soit, on trouvera toujours 0. Et donc, on peut se dire que eh ben, c'est pas forcément la bonne réponse. On va encore une fois simuler un lancer de 10 pièces et on va voir combien de fois on tombe sur 0. Donc là, ce qui est représenté ici, c'est ma probabilité cette fois de n'obtenir aucune face après avoir fait 0 lancé, pardon, après en avoir fait 1, après en avoir fait 2. Donc c'est assez intuitif. Si je lance ma pièce 0 fois, j'ai 100% de chance de ne trouver 0 face. Si je lance ma pièce une fois, j'ai une chance sur 2 de trouver 0 face, une chance sur 2 de trouver un pile. Donc en fait, ma probabilité elle est de 0,5. Et donc il y a quand même de fortes chances finalement d'avoir obtenu ce résultat si j'avais lancé 1, 2, 3 ou 4 pièces. Donc cette fois, on va prendre maintenant une autre probabilité, parce que là on sait que la probabilité d'obtenir pile ou face, elle est de 0,5 avec ma pièce. Mais si on imagine plutôt un lancer de dés, cette fois on va regarder la probabilité d'obtenir aucun 6. Donc là, la probabilité elle est plus forte. Et ça, c'est un peu une analogie avec l'estimation de la probabilité de détection de mon cadavre, qui en réalité est plus proche de la probabilité d'obtenir un 6, c'est-à-dire 1 divisé par 6, qui est égal à environ 0,167. Donc ça représente ici, là, mon lancer de dés, je change d'exemple parce que ça représente une probabilité de détection qui est plus faible. Donc cette fois, ma probabilité d'obtenir 0 fois 6, elle va augmenter. Donc pour obtenir 0 fois le chiffre 6 en lançant 5 dés, ma probabilité, c'est de multiplier donc 5 chances sur 6, de faire 1, 2, 3, 4 ou 5, tout sauf le 6, et de le faire 5 fois. Et donc c'est égal, par exemple, à 0,4. Donc cette fois, on voit que même avec 5 lancés, eh ben, j'ai quand même 40% de chance de n'observer aucun 6. Donc, pour arriver, finalement, pour être certain pour être certain de pouvoir dire que j'ai obtenu 0 fois le chiffre 6 en lançant mon dé, il faudrait que je réalise 17 lancers pour pouvoir dire que eh bien, j'ai moins de 5% de chance d'obtenir 6 et donc d'être un peu sûr de mon résultat. Donc, finalement, ça montre que peu importe la précision de mon estimation de G, qui ici est connue parfaitement, parce qu'on connaît exactement la probabilité de faire un 6 avec un dé, je ne saurais jamais précisément combien il y a eu de lancers de dés. Donc le mieux que je puisse dire à partir de ça, dans ce cas-là, avec cette probabilité, c'est que je suis sûr à 95% d'avoir raison lorsque j'affirme que le nombre de lancers est inférieur à 17. Et c'est ce que fait Evidence of Absence, donc qui est très fort à ce jeu, où dans ce logiciel, l'estimation de la probabilité générale de détection, elle va remplacer la probabilité de faire un 6 lorsque je lance un dé. Donc à partir de cette probabilité qu'on a estimée,
evidence of absence, il va estimer le nombre de collisions qui sont probables dans l'intervalle de confiance que je lui aurais indiqué. Evidence of Absence, c'est un package donc, qui a été développé également par l'USJS, par la même équipe de chercheurs, qui est implémenté sous R. Pour fonctionner, lui, il nécessite d'avoir téléchargé le programme JAGS, qui permet de faire de la statistique bayésienne, le package Evidence of Absence, donc ça s'appelle EOA, et toutes les dépendances sur lesquelles il dépend, pour ceux qui connaissent un petit peu R. Donc une fois que ça c'est fait, on va le charger sur R en écrivant ça library, on charge donc ce package, et ensuite on le lance avec la fonction EOA, qui nous amène sur ce petit interface assez old school, mais qui fait du plutôt bon boulot. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut indiquer les paramètres de suivi, donc la date de début des recherches. On indique l'intervalle entre deux recherches, intervalle moyen, le nombre de recherches qui ont été effectuées. Donc là, j'y suis allé une fois par semaine. J'ai commencé mon suivi le 15 mars 2016 et j'ai effectué 26 recherches au total. On peut indiquer ici la couverture spatiale, c'est-à-dire la proportion de la surface qui a été recherchée. Et le temporal coverage, ça permet de dire quelle période de l'année on a échantillonné. Parce que comme la mortalité n'est pas distribuée de manière uniforme dans l'année, en fait, il faudrait plutôt indiquer quelle proportion on pense que ça représente de cadavres par rapport au tout le reste de l'année. Donc ça peut être déterminé grossièrement à partir de la littérature, ou on peut juste ne pas s'en occuper et déterminer qu'on va chercher à estimer uniquement sur la période de suivi notre mortalité. Ensuite, on peut déterminer les paramètres d'efficacité de recherche. Donc on va indiquer ici le nombre de carcasses qu'on a posées, le nombre de carcasses qu'on a retrouvées par rapport à ça. Et ici, on retrouve notre paramètre K, donc on garde à 0,67, comme discuté tout à l'heure. Ensuite, on peut indiquer la persistance des cadavres. Donc, soit on peut la décrire manuellement en indiquant les paramètres de notre distribution, mais en général, on va plutôt la décrire en utilisant les tests de persistance. Donc, pour cela, il demande juste un fichier avec 2 colonnes qui s'appelle cpmin et cpmax avec mon intervalle gauche et droite, comme on a vu, comme dans Genest, uniquement ces 2 colonnes. À partir de ça, une fois qu'on lui demande, une fois qu'on lui rentre ses paramètres, il va nous permettre encore une fois de visualiser les différentes courbes de survie, les modèles de survie, et on va choisir ici celui qu'on souhaite choisir. Donc c'est pareil, même sélection que sous Genest, avec le delta IC. En plus, vous avez les paramètres ici de la distribution. Et là, voilà, je vais choisir le log normal parce que c'est celui qui a le delta IC le plus petit. Ça a l'air de bien fitter. J'aurais pu prendre Weibull ou log logistique. Apparemment, tous ces modèles fit très bien, là, dans ce cas, mes données. À partir de tous ces paramètres, on va pouvoir estimer la probabilité générale de détection, donc mon G chapeau. Et il va nous ouvrir donc une petite fenêtre où on va retrouver ce paramètre. Donc là, il estime à 0,13 avec son intervalle de confiance. Il estime ici pour toute l'année sur l'ensemble du site. Il va l'estimer aussi uniquement sur la période de suivi qu'on a donnée. Et il peut également l'estimer uniquement sur la période qui est recherchée. Effectivement recherchée, donc les zones qui étaient prospectables. À partir de ça, on va lui renseigner combien de cadavres on a trouvé. Donc, comme je vous l'ai dit, Evidence of Absence, là, il est particulièrement pratique quand on en a trouvé 0. On lui indique l'intervalle de confiance dans lequel on veut produire nos estimations. Et donc, par exemple, là, on va dire qu'on va choisir un intervalle de confiance de 90%. Et on va regarder quelles sont les probabilités, du coup, qu'effectivement, il y ait un certain nombre de mortalités. Donc là, on va commencer par le one-sided, qui va en fait produire des probabilités que la mortalité réelle elle soit inférieure à un certain chiffre au seuil de risque 90%. Vous allez voir comment ça marche. Donc on clique là-dessus et ça va nous produire ces deux graphiques. Donc on va s'intéresser
ici que à celui du haut, par exemple, mais le principe est exactement pareil en bas. Celui du haut, il correspond, donc c'est sur tout l'ensemble du site, sur toute l'année, tandis que là, on est sur l'ensemble du site, donc en comprenant aussi les surfaces qui n'ont pas été prospectées, mais uniquement sur la période de suivi. Chaque barre ici, elle représente la probabilité que la mortalité, elle soit supérieure ou égale à cette valeur. Donc par exemple là, si on a trouvé 0 cadavre, on a 100% de chance que la mortalité, elle soit égale, elle soit supérieure ou égale à 0. Ça paraît logique. Ici, on a 60% de chance que la mortalité, elle soit égale en réalité à un individu ou qu'elle soit supérieure à ça. Et finalement, ici, ce qu'on peut voir, donc vous avez les barres colorées qui marquent donc colorées en bleu, qui montrent l'intervalle de confiance à 90%. Et finalement, on peut affirmer avec une crédibilité de 90% que la mortalité sur ce site, elle est donc inférieure ou égale à 9 individus. Donc ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. En gros, on peut quantifier l'incertitude qu'on a autour de ce paramètre. Donc si par exemple, mes tests de persistance indiquaient des valeurs beaucoup plus faibles, mon chercheur, mon observateur, il a trouvé que 2 ou 3 cadavres sur les 20 qui étaient posés, et bien en fait, on aurait largement augmenté l'incertitude du fait qu'on avait trouvé 0 cadavre, et du coup, eh bien l'intervalle se serait élargi. On aurait peut-être dit qu'il avait 90, une crédibilité de 90% pour que la mortalité elle soit inférieure ou égale à 20 individus cette fois. Donc en fait, plus il y a d'incertitude sur ce qu'on observe vraiment, plus il y a d'incertitude forcément dans les estimations de mortalité. Ensuite, on peut utiliser également une autre option qui est du coup de cocher l'intervalle de confiance two-sided. Cette fois, au lieu de trouver la probabilité qu'on soit supérieur à une certaine, qu'on soit inférieur à une certaine mortalité, on peut indiquer la mortalité qu'elle se trouve dans un intervalle entre X et Y au seuil de risque 90%. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et cette fois, donc chaque barre va représenter la probabilité que la mortalité elle soit égale à cette valeur. Donc là, sachant ces exactement mêmes paramètres, en fait, on a 40% de chance que la mortalité elle soit égale à 0. Donc c'est le plus probable, on n'a trouvé que 0 cadavre, il y a 40% de chance que ce soit vrai. Mais il y a aussi 15% de chance que la mortalité elle soit égale à 1, etc. Et donc finalement, on peut affirmer, ici ça revient au même, puisqu'on avait trouvé 0 carcasse, on peut affirmer avec une crédibilité de 90% que la mortalité elle soit comprise entre 0 et 9 individus. Ça peut être utile si on a quelques cas de mortalité quand même et qu'on veut savoir l'intervalle de confiance de manière similaire à GNeST. Voilà, donc c'est un outil qui est un petit peu moins facile à prendre en main, qui demande un petit peu plus de boulot parce qu'il faut le lancer sous R et ça demande d'avoir installé avant quelques packages, mais qui va pouvoir permettre de déterminer l'incertitude qu'on a autour d'une estimation quand on n'a pas trouvé de cadavre. Et en fait, eh bien, si on a une très forte incertitude, on n'a rien trouvé, mais en fait, on dit qu'il peut y en avoir entre 0 et 30, ça va impacter la décision qu'on a de l'effet de ce parc et le fait de recommander peut-être de refaire un suivi avec une meilleure fréquence d'acquisition des données et des tests avec un plus grand nombre d'échantillons pour pouvoir mieux estimer la probabilité de détection générale G chapeau et du coup réduire cette incertitude et donc là pouvoir affirmer qu'on a observé 0 cadavre mais qu'on est quand même plus sûr qu'il n'y avait pas plus de 5 ou 6 mortalités, étant donné cette probabilité de détection. Voilà, donc pour conclure, il y a de nombreuses sources de biais qui vont influencer le nombre de cadavres qui sont observés dans le cadre des suivis de mortalité. Il y a une incertitude qui peut être très forte autour de ces biais, par des paramètres environnementaux, mais également du fait du pur hasard. Ces sources de biais, elles vont s'additionner et leur incertitude aussi. Et il faut quantifier cette incertitude et la représenter pour pouvoir faire des estimations de mortalité, pour obtenir un résultat robuste, pouvoir le présenter et donc prendre une décision qui soit la plus éclairée possible. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser un petit peu de temps pour les questions si vous en avez. Alors, pour les questions qui concernent la façon dont GNeST... ah oui, ce sont les questions-réponses. Je vais d'abord revenir rapidement sur la surface et le creeping loss.
pour redétailler rapidement. Alors, comme je vous l'ai dit, la meilleure façon, en fait, GNeST, outil très poussé, lui, il peut le faire du mieux qui soit, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de calculer un fichier de DWP à partir de ce package, le package DWP. Et donc, si vous trouvez cette documentation-là que je pourrais vous envoyer, elle explique comment obtenir ce DWP à partir d'un package qui est sous R, qui va prendre en compte, vous allez lui fournir des distances à laquelle vous avez observé des cadavres autour des éoliennes. Donc parfois, en fait, vous pouvez utiliser aussi des données que vous avez trouvées au-delà du rayon normal de prospection. Parce qu'en vous rendant sur le site, vous trouvez un cadavre plus loin. Vous savez qu'il est issu d'une mortalité d'une collision avec les éoliennes. Et donc, je peux rajouter des valeurs ici, en dehors de mon aire normalement de recherche qui s'arrête en général à 50 mètres. Donc, à partir de ça, il va ajuster un modèle de la distribution de densité qu'il va donc représenter en représentation spatiale là en 3D. Il va représenter du coup comment cette densité de cadavres qu'on retrouve aux éoliennes, elle varie avec la distance aux mains. Et en fait, il va demander, il y a plusieurs méthodes de le faire, mais on peut découper des polygones sous QGIS pour montrer les aires qu'on a pu rechercher et les aires qu'on n'a pas pu rechercher. Il va combiner ces deux types de fichiers et il va produire ensuite, du coup, une estimation qui est corrigée par cette densité. Donc ça, c'est la meilleure façon de faire. J'imagine que c'est un petit peu compliqué de demander ça à tous les bureaux d'études de le réaliser, bien que ce serait le mieux. Donc, le compromis qu'on peut trouver pour quand même prendre en compte ce facteur, et bien, comme je vous le dis ici, pour prendre en compte ce facteur, ce qu'on va faire, c'est on peut utiliser une approximation. On peut se dire que, en général, dans mon rayon de recherche, j'estime que je vais trouver 70% des cadavres. 70% des cadavres vont tomber dans cette aire de recherche. Si on veut être très conservateur et rester vraiment similaire avec les méthodes qui étaient utilisées par avant, on utilise un DWP de 1. Ça veut dire que tous les cadavres, ils tombent dans cette aire de recherche. Mais du coup, on ne prend pas du tout en compte le creeping loss. Donc, si on veut le prendre en compte, on peut utiliser une première approximation de 0,7 qui permet de le prendre en compte. Ensuite, on multiplie cette valeur de 0,7 pour chacune de mes turbines par la surface qui a été effectivement prospectée à l'intérieur. Donc là, en faisant un simple calcul comme ça, on est bien en dessous des estimations qu'on pourrait faire avec le DWP. On ne prend pas en compte la distribution des cadavres autour et donc la probabilité qui décroît avec la distance aux mains, donc qui permettrait de corriger vraiment la surface qu'on a vraiment prospectée et de voir comment est-ce que cette probabilité décroît en fonction de cette distance. Là, on oublie ça, on fait un simple petit produit en croix et on multiplie la surface recherchée par cette valeur de tomber dedans. Ça, on va réfléchir à une façon de faire un petit peu mieux, mais je pense que c'est le plus simple pour l'instant. Alors, on va aller dans les questions-réponses maintenant. Alors, j'aurais vérifié qu'Andreas. Des questions sur la thèse de persistance. Les cadavres gros utilisables pour des tests sont souvent des animaux qui seraient consommables et peut poser un problème éthique. Ne pas avoir cette classe de taille dans un test est problématique. Alors, non, c'est pas problématique. De toute façon, actuellement, avec les méthodes qu'on utilisait, on sait pas ce qu'on faisait. On aura des meilleures estimations si on prend en compte cette classe de taille, mais ne pas l'utiliser, c'est pas un problème. De toute façon, le problème, c'est que si on veut vraiment utiliser toutes les classes de taille, il faudrait faire beaucoup de tests de persistance, parce qu'il en faudrait potentiellement pour les chiros, pour les petits passereaux, pour des plus grands rapaces. Donc c'est effectivement assez compliqué d'avoir un assez grand nombre de cadavres et de tout tester, et en plus d'avoir assez de cadavres dans chaque classe pour pouvoir
ajuster un modèle à chacune de ces classes. Les données de persistance de cadavres réels découverts sur le parc, c'est un peu compliqué parce que effectivement, elles peuvent être différentes des espèces plus domestiques, mais quand on les découvre, en fait, on ne sait pas depuis combien de temps ces cadavres étaient déjà là. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de données qui étaient censurées par intervalle et censurées à droite. Et là, en plus de ça, on se retrouve avec des données qui sont censurées à gauche, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on est arrivé dans le système. Donc finalement, je pense que c'est un petit peu compliqué d'utiliser ces données. En tout cas, GNeST ne prévoit pas de pouvoir le faire. GNeST, il restera donc, ça rejoint un petit peu cette question, il restera pertinent même si la taille des cadavres n'est pas indiquée dans aucun des modèles qu'on utilise. Et ça donnera juste une persistance moyenne qui ne sera pas corrigée par la taille des cadavres, mais ça donnera quand même une estimation relativement robuste. Alors, EOA semble très peu flexible, notamment dans le cas où on souhaite estimer la mortalité sur des éoliennes. C'est normalement demandé dans des rapports. Aucun cadavre n'a été observé et non pas sur tout un parc comme présenté dans l'exemple. Alors, effectivement, de faire des estimations de toute façon à l'échelle d'une éolienne, ça réduit grandement le nombre la quantité de données qu'on chaque. Et comme je vous l'ai montré dans l'exemple, on essayait de faire une estimation par turbine, par espèce. En fait, quand on commence à créer trop de petites classes, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que je pense que le mieux, c'est pas de faire une estimation par éolienne, c'est plutôt de le faire à l'échelle du parc. On a plus de données, donc ces événements statistiquement rares, ils sont mieux pris en compte. Et ensuite, on peut ramener ça au nombre d'éoliennes en faisant un produit en croix et en donnant une probabilité de mortalité plutôt à l'échelle du parc que éolienne par éolienne. Moi, ça me semble la meilleure solution. Oui, alors Frédéric, si on ne trouve pas de cadavre pour les chiros mais qu'on en trouve pour les oiseaux, est-ce qu'il faut utiliser evidence of absence pour les chiros? Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Et non, GNeST ne pourra pas estimer de mortalité pour les. À partir du moment où il n'y a pas de cadavre, GNeST ne pourra pas estimer de mortalité. Donc il vaut mieux choisir evidence of absence. Je vais devoir Est-ce vous qu'il laisser. existe un moyen d'évaluer la robustesse de mon test d'estimation? Je ne sais pas trop si vous parlez des tests de persistance ou d'efficacité. En tout cas, ce qu'on peut faire avec GNeST, c'est voir la probabilité de détection générale. On peut chercher à l'estimer à partir des données de mon test. On ne peut pas vraiment savoir la robustesse avec GNeST d'un seul test de persistance. Par contre, vous pouvez voir si vous prenez que 10 cadavres, vous avez utilisé 10 cadavres pour la persistance, 10 cadavres pour l'estimation de l'efficacité de l'observateur. Vous pouvez voir ce que ça va donner comme probabilité de détection générale, donc une estimation de G chapeau. Et du coup, ça permettra de voir cet intervalle de confiance, de voir si il est précis ou non, cette estimation. Et plus vous augmentez donc le nombre de l'heure ou de carcasses utilisées dans l'efficacité de recherche ou le test de persistance, plus vous allez réduire cet intervalle. Et donc, ça va vous donner une approximation de la robustesse de cette estimation. Oui, alors pour le creeping loss de 0,7, ça a été discuté avec Manuel Lauso. Il faudrait effectivement qu'on trouve un petit peu plus